Le héros de notre histoire s'appelle Alec. Il pêche tranquillement dans un lac quand soudain, un homme s'approche de lui et lui demande s'il veut apprendre la magie. Contrairement à un enfant normal, Alec s'inquiète immédiatement. Cependant, il cède à la tentation. L'homme aux cheveux blancs commence à lui enseigner la magie. Et après s'être entraîné toute la journée, Alec apprend le sort du feu. Ainsi plusieurs jours passent, pendant lesquels un homme aux cheveux blancs, nommé Eldaz, lui enseigne de nombreux types de magie. Eldaz lui fait comprendre qu'il a un grand talent et qu'il apprendrait la magie, même si on ne lui enseignait pas. Alec ne comprend pas pourquoi il lui enseigne la magie, mais il aime ça. Puis vient le moment où leur cher Eldaz doit partir. Alec est très triste d'apprendre qu'Eldaz quitte la capitale et qu'il ne le reverra plus. Malgré tout, Eldaz lui conseille simplement de ne jamais devenir mage de cour, même s'il en avait l'occasion. Alec lui demande pourquoi il lui a enseigné la magie, et Eldaz répond qu'il ne faisait que rendre service à sa mère décédée. Puis il poursuit son chemin. Plusieurs années plus tard, à l'Académie royale de magie, Alec se rend compte qu'Eldaz était le meilleur de sa classe. Il est devenu mage de cour, mais a été expulsé peu après. Pensant qu'il devait y avoir quelque chose qui clochait à la cour pour qu'Eldaz soit expulsé, Alec a décidé de devenir lui-même mage de cour. Cependant, il a finalement été expulsé du groupe auquel il appartenait. Il ne comprenait pas la raison et leur a demandé pourquoi, et le prince héritier lui a répondu que son travail consistait à apporter son soutien grâce à sa magie. Cependant, lors de la dernière mission, le prince héritier lui-même a combattu en première ligne. La magicienne n'a cessé de lancer des boules de feu sur les ennemis, tandis que le porteur du bouclier est resté avec son bouclier levé, accumulant de l'aura. Comme notre héros ne sait rien faire d'autre que de la magie de soutien, il n'est pas digne d'être mage de la cour. Alec tente même de se justifier, mais l'homme s'en moque complètement. Il le méprise, pensant qu'il est incapable d'utiliser tout autre type de magie. Ils disent que la seule chose qu'il sait faire, c'est se plaindre, recommandant toujours de battre en retraite, au lieu d'aller plus loin dans le donjon. Il le traite de lâche inutile qui ne sait rien faire d'autre que pleurer. La magicienne en a déjà assez de faire équipe avec lui. Il n'a rejoint son groupe que parce que le roi l'y a autorisé. Mais la patience du prince héritier a ses limites. Le prince mentionne qu'Alec était à l'académie et est devenu mage de la cour. Cependant, il est désormais complètement inutile. Remarquant qu'il porte un poignard sur lui, le prince le jette, lui rappelant que les roturiers ne sont pas autorisés à porter des armes. Alec tente de dire qu'ils en auront besoin aux étages suivants, mais le prince lui ordonne de se taire. Il commente que c'est exactement pour cette raison qu'il a refusé de laisser des roturiers rejoindre le groupe. Il lui retire tout ce qui lui appartient en tant que mage de la cour, affirmant qu'il n'est pas digne d'être là. Puis ils partent, l'abandonnant à son sort. Alec n'en revient pas. Puis la scène change. Nous voyons Alec s'entraîner sans relâche pour soutenir le prince pendant l'expédition dans le donjon. Il se concentre sur la magie de soutien, car le prince n'a pas beaucoup d'énergie magique, et s'ils atteignent le 30e étage, il est très probable que le prince meure. C'est pourquoi, même s'il ne veut pas l'entendre, Alec fera tout son possible pour le soutenir. À présent, aux portes du palais royal, les gardes lui demandent poliment de partir, puisqu'il a été expulsé de son poste de mage de la cour, et comme il devrait déjà le savoir, les roturiers sans autorisation ne sont pas admis. À ce moment-là, la magicienne Lenya apparaît, affirmant qu'il n'est qu'un roturier, et qu'il n'a pas le droit de toucher au palais royal. Elle lui conseille de partir, mais Alec la supplie de remettre un document au prince, car cela l'aidera dans son expédition. Elle prend même le document, mais au lieu de le lire, elle le détruit simplement. Alec est perplexe, et quelque temps plus tard, il se sent quelque peu désemparé. Il s'excuse auprès d'Eldaz de ne pas avoir pu changer la cour. Cependant, à ce moment précis, ses pensées sont interrompues par l'arrivée de son ancienne compagne, Yora, qui vient le voir et lui saute dessus avec enthousiasme. Peu après, elle apprend tout ce qui est arrivé à Alec, et lui explique clairement que c'est précisément pour cette raison qu'elle déteste cette ville, car il continue à pratiquer cette discrimination absurde à l'encontre des roturiers sans noblesse. À la façon dont elle le regarde, elle comprend qu'il traverse une période difficile. Cependant, d'une certaine manière, elle se sent soulagée que les choses se soient terminées ainsi. Elle lui demande s'il se souvient encore de ce qu'elle lui a dit il y a 4 ans, à savoir qu'elle voulait qu'il rejoigne son groupe, et que c'est précisément pour cette raison qu'elle s'est rendue dans la capitale, pour lui proposer de revenir avec elle, car elle souhaite explorer encore plus loin avec lui. Elle lui fait clairement comprendre qu'elle a besoin de son aide, et Alec, face à une telle proposition, fait une remarque nostalgique. Il répond qu'il n'est qu'un mage de cour inutile, mais Yora lui répond que cela n'a pas d'importance, car ce n'est pas un mage de cour dont ils ont besoin. Mais Alec lui-même devient ému, tandis que Yora révèle que son groupe avait accepté d'aller le chercher et de l'emmener avec eux, même s'il ne voulait pas le forcer s'il souhaitait continuer à être le mage de la cour.
Il devient très ému et accepte, tandis que Yora lui souhaite la bienvenue dans le groupe et ils se retrouvent dans un groupe de rang. Peu après, nous voyons Alec et Yora se diriger vers la ville difficile, tandis que dans la capitale royale, le prince est informé qu'il a abandonné le pays pour devenir aventurier. Le prince ne perd pas de temps et commence immédiatement à insulter le jeune homme. Il commente qu'il est passé de mage de la cour à simple aventurier, mais maintenant qu'il n'est plus dans le groupe, ils pourront recruter Bogan. Selon lui, il s'agit d'un fils de duc génial, un vrai noble, et non d'un sale roturier. Et maintenant, avec le groupe de nobles, ils vont progresser rapidement dans le donjon et faire connaître le nom du prince partout. Mais vous pouvez déjà imaginer ce qui va leur arriver. D'autre part, Alec et Yora arrivent enfin à la ville de Felzel. C'est un endroit où les aventuriers ne sont pas calomniés, et c'est là qu'ils forgeront leur légende ensemble. Cependant, dès leur arrivée à la guilde, Yora se lamente déjà, car la réceptionniste nommée Misha ne peut pas autoriser Alec à entrer dans le donjon au-delà du 30e étage sans passe, et ce passe s'obtient après 2 ans d'ancienneté dans la guilde. Yora se demande pourquoi ils doivent en passer par là, puisque Kreisha aurait dû tout régler. Misha répond qu'elle a effectivement essayé, qu'elle est allée parler à Gremio, mais elle donne un exemple de la façon dont cela s'est passé, et apparemment, ce n'était pas très agréable. Yora se demande comment Kreisha peut être aussi stupide, et après avoir mangé un sandwich, ils se disent qu'ils ne peuvent pas faire grand chose. Ils devront attendre 2 ans, mais au moins pour l'instant, ils iront aussi loin qu'ils le peuvent. Et maintenant, au 2e étage, ils sont tous deux entourés d'un essaim de guêpes. Yora applique des buffs, tandis qu'Alec attaque les guêpes à une vitesse incroyable. Le problème, c'est qu'elles sont nombreuses, et il suppose qu'ils ont dû attaquer leur nid. À ce moment-là, Yora utilise sa défense magique pour les protéger. Bien qu'Alec lui demande de ne pas s'éloigner, il les élimine une par une. Cependant, Yora lui répond qu'il n'est pas encore en forme. Alors elle invoque une grande défense magique et se charge de le protéger. Elle est certaine que ce type de monstre ne sera rien pour lui une fois qu'il se sera échauffé. Alors d'ici là, elle le protégera puisqu'ils sont compagnons. Alec comprend qu'il n'est plus un mage de cour, mais un aventurier. Alors il fera tout ce qui est nécessaire pour sauver ses amis. Il libère donc toute sa puissance et attaque rapidement toutes les guêpes. Yora les recouvre d'une barrière protectrice, tandis qu'Alec attaque avec la puissance d'un orage pour anéantir toutes les guêpes. Elle lui dit qu'elle était très inquiète pour lui, mais que tout va bien maintenant. Cependant, un tremblement de terre se produit soudainement, et un ver des sables géants émerge du sol. Alec comprend que c'est la raison pour laquelle les guêpes étaient aussi agitées. Il décide d'anéantir rapidement ce ver, se souvenant que Yora possède la meilleure magie de soutien, tandis que lui possède la meilleure magie d'attaque. Confiant dans la capacité de sa compagne à tenir le coup, il jette un sort sacrificiel, formant une énorme salamandre de feu avec sa magie. Il finit par incinérer le ver sans laisser aucune trace. Peu après, Yora le rejoint et lui dit clairement qu'elle savait qu'il réussirait. Car après tout, il est le mage le plus puissant qui existe, tant aujourd'hui que lorsqu'ils étaient jeunes. Cela dit, dans une autre scène, nous voyons leur futur groupe affronter l'élémentaire Hydra. Ils étaient en difficulté, mais le redoutable Alec est arrivé et a détruit l'Hydra avec un puissant sort, et c'est à ce moment-là qu'ils ont dépassé le niveau 68, avec leur groupe appelé Last Period. D'autre part, à l'académie, ils se demandent s'ils ont déjà perdu la vie dans le donjon, car ils veulent battre le record. Ils sont à la cérémonie de remise des diplômes, et ne sont toujours pas revenus, alors ils pensent au pire. Cependant, soudain, les garçons apparaissent sur le terrain, surprenant tout le monde lorsqu'ils découvrent qu'ils ont non seulement battu le record de l'étage, mais qu'ils l'ont détruit. Le record précédent atteignait le 37e étage, et la responsable, ou directrice, en fait je ne sais même pas qui c'est, s'appelle Reseda. Elle finit par leur remettre leur diplôme. Elle leur annonce que le premier de la classe est Alec, le deuxième est Yora, le troisième est Kreisha et le quatrième est Ornest. Cependant, ils continuent à l'appeler Reseda-chan, ce qu'elle n'apprécie pas beaucoup, ce qui l'irrite et la pousse à exiger le respect. Peu de temps après, alors que tout le monde est heureux, Alec vient gâcher le moment en révélant qu'il va devenir mage de la cour, malgré l'opposition de son père. Kreisha comprend même qu'ils ont un très bon salaire et que, comme il ne voit que son père, il pourrait l'aider considérablement sur le plan financier. De plus, Alec a également en tête de vouloir changer la cour de l'intérieur, et bien qu'il ait d'abord pensé qu'il pourrait former un excellent groupe d'aventuriers, la vérité est que les revenus des aventuriers ne sont pas très stables. Ornest a fait remarquer que tous les 4 ensemble formeraient le meilleur groupe qui soit, car après tout, ils sont les génies de l'académie. Ils comprennent parfaitement son point de vue, même si Yora a clairement indiqué que même si leur chemin était différent, il le recruterait sans hésiter lorsqu'il deviendrait le meilleur groupe. Alec trouve cela excellent, et ils ont donc promis ensemble de devenir le groupe légendaire. De retour dans le présent,
Alec et Yora se retrouvent dans une taverne, où ils célèbrent leur fête de bienvenue. Mais Yora ne supporte pas très bien l'alcool et s'irrite contre Alec, car il a failli la brûler vive avec ce verre. Il lui répond qu'il savait qu'elle le supporterait, et que c'est pour cela qu'il l'a fait. Bien que Yora continue de se plaindre, elle finit par s'endormir, intoxiquée. Alec utilise sa magie pour la couvrir de sa cape, mais soudain, un homme s'approche de lui et lui dit qu'il est très doué, mais qu'il n'a pas assez d'attitude pour être un aventurier. Alec l'ignore, mais l'homme continue de le provoquer, jusqu'à ce qu'il le frappe avec une bouteille. Alec se protège avec une barrière et le regarde sérieusement, ce qui pousse l'homme à l'appeler par son nom et par son ancien titre de mage de la cour. Il lui demande ce qu'une personne comme lui, avec autant de prestige, fait ici, à vouloir devenir aventurier. À ce moment-là, il montre un laissez-passer et mentionne qu'il le lui donnera à une condition. Alec lui demande quelle est cette condition et qui il est. L'homme répond que la condition est de lui montrer sa magie. Alec continue de se demander qui est cet homme, quand Yora reprend conscience par hasard. En le voyant, elle se demande ce que le maître de la guilde fait là. Alec est impressionné d'apprendre que cet homme est le maître de la guilde. Il lui demande de le suivre et l'emmène au colisée souterrain de la guilde, où ils sont mis à l'épreuve. Ce test sert essentiellement à déterminer leur classement, et c'est à Alec de l'impressionner avec sa magie. Yora trouve cela quelque peu injuste. Cependant, Alec pense que c'est l'occasion idéale d'être au même niveau que ses compagnons lorsqu'il entrera sur le champ de bataille. Le maître de la guilde se présente officiellement, et Alec réalise alors qu'il s'agit du puissant mage de rang S. Il doit donc être très prudent dans ses attaques, et le combat commence rapidement. Alec l'attaque avec force. Cependant, le maître de guilde l'esquive et contre-attaque avec un jet d'eau. En esquivant l'attaque, Alec se rend compte que son niveau est bien supérieur au sien, et le maître utilise une magie de renforcement, ce qui surprend grandement Alec. Voyant sa grande vitesse, il avance vers Alec, brisant sa barrière et le projetant contre le mur. Malgré cela, Alec ne songe pas à abandonner, et après avoir réfléchi un instant, il se met à rire. Le maître de guilde lui demande ce qui lui arrive, et Alec avoue qu'en tant que mage de cour, il a pris l'habitude de penser comme un mage de soutien. Mais maintenant qu'il est aventurier, il n'a plus besoin de penser comme un mage de soutien. Alors il se donne à fond, sans plus se limiter. Il étend alors une épée grâce à sa magie, et charge le maître, qui utilise une nouvelle fois son pouvoir de renforcement pour foncer droit sur Alec. C'est alors qu'Alec profite du moment pour l'attaquer avec sa foudre, réussissant à le paralyser pendant un instant. Au moment où il s'apprête à l'attaquer avec son épée, le maître de guilde ne bronche même pas, et lui dit qu'il est temps pour lui aussi d'arrêter de se retenir. Il utilise alors son artefact, appelé Draknil. Cet artefact est en fait un gantelet de dragon, puis il avance vers Alec. Bien qu'Alec parvienne à l'esquiver, il est surpris de voir la fissure causée dans le sol. Il l'attaque à nouveau avec sa foudre, mais cette fois-ci, il ne peut absolument rien faire, et le maître l'attaque à nouveau. Il utilise alors l'effet de ses gantelets, et en voyant cela, Yora prévient Alec que ses gants possédaient une capacité de régénération spéciale. Alec comprend que si le combat s'éternise, ce sera la fin pour lui, et il se lance dans des attaques continues. Bien que le maître de guilde parvienne à les bloquer avec une grande facilité, il finit tout de même par s'énerver lorsqu'il voit Alec sourire avec beaucoup d'assurance. C'est pourquoi il continue d'avancer vers lui sans s'arrêter, et Alec parvient à esquiver et à bloquer chacune de ses attaques. Il profite alors du moment idéal pour attaquer avec un coup direct. Bien que le maître de guilde parvienne à le supporter, il tente de lui asséner un coup de poing puissant, remplissant tout le colisée d'un rideau de fumée. C'est ce rideau qu'Alec utilise pour l'attaquer, mais malheureusement, il finit par rater son coup et s'évanouit sur place. Au moment où le maître de guilde s'apprête à ouvrir la bouche pour dire quelque chose, Ornest apparaît. Ornest apparaît à ce moment-là. Il recommande au maître de guilde d'admettre simplement que le gamin est doué, puisqu'il est un aventurier de rang S et qu'il a dû fournir beaucoup d'efforts dans ce combat. Le maître de guilde lui dit d'aller se faire voir, puisqu'il allait de toute façon approuver le gars. Ornest s'approche alors d'Alec et lui dit qu'il a gagné le combat, même s'il est profondément endormi après avoir reçu tant de coups. Quelque temps plus tard, dans le bureau du maître, Ornest se rend compte qu'Alec a beaucoup souffert à la cour. Comme les salauds de Galdana ne se souciaient que de la lignée et du statut social, ils méprisaient toujours tous les roturiers. Mais ils sont soudainement interrompus par Misha, qui cherche désespérément le maître de guilde, car de nouveaux problèmes sont survenus. Il l'attrape et l'emmène avec lui, tout en disant aux enfants de ne même pas penser à toucher à son alcool. Cependant, dès qu'il part, Ornest s'empare de la bouteille et demande à Yora de lui raconter tout ce qui est arrivé à Alec. Quelque temps plus tard, il découvre tout ce qui est arrivé à Alec, comment il ne pouvait pas se démarquer en utilisant la magie et devait jouer le rôle de babysitter pour le prince. En plus de cela, le pauvre garçon était traité comme un bon à rien et Ornest devient furieux car il ne savait pas qu'Alec pouvait utiliser la magie de soutien, car auparavant il se concentrait sur l'utilisation de la magie d'attaque. Ainsi,
lorsqu'il a rejoint le groupe du prince. Il a été contraint d'apprendre à partir de zéro comment utiliser la magie de soutien. Tout cela pour être expulsé et traité d'inutile peu de temps après. Il finit par se mettre en colère et détruit la bouteille qu'il tient dans sa main. Au bruit de la bouteille qui se brise, le pauvre Alec se réveille. Yora, essayant d'apaiser la situation, montre à Alec qu'il a réussi à obtenir son laissez-passer, ce qui le rend très excité, car il va désormais pouvoir se rendre au donjon avec eux. Mais Ornest répond que cela peut attendre, car ils ont des affaires plus importantes à régler, comme se venger du peuple de Galdana. Alec lui demande toutefois de ne pas perdre la tête, car même s'il est lui aussi en colère, il n'a pas l'intention d'aller aussi loin. Après tout, il sent qu'il va beaucoup s'amuser avec son nouveau groupe. Et partir à l'aventure est le meilleur moyen de se venger du prince. En entendant cela, Ornest a une idée géniale. Il devrait devenir le meilleur groupe au monde, car lorsque cela arrivera, ce maudit royaume s'en rendra compte et ils viendront les supplier de les aider. Alec trouve que c'est une très bonne idée, car il fera alors partie du meilleur groupe au monde, au lieu de continuer à être le babysitter du prince. Pendant ce temps, le maître de la guilde est quelque peu inquiet, car un groupe de rang S a rencontré de nombreux problèmes, et si cela leur est arrivé, cela signifie que les autres en rencontreront aussi. Il demande à Krista ce qui est arrivé à Rechroma, et elle l'informe qu'ils ont besoin d'aide, et qu'il doit rassembler tout le monde en peu de temps. Le maître de guilde finit par rassembler tout le monde, et les informe qu'ils doivent former des groupes pour sauver Rechroma. Le groupe de Krista, ils se trouvent au 64e étage, l'étage des tueurs de chars. Et ailleurs, nous voyons Kreisha rencontrer Alec, qui lui demande comment les choses se passent, car il ne semble pas aller très bien. Elle lui répond que tout le monde est en réunion et lui demande pourquoi il n'y est pas allé lui aussi. Il répond qu'il n'est qu'un outsider et que tous ceux qui se sont rassemblés sont des aventuriers de rang. En l'observant attentivement, Kreisha le soigne avec sa magie et lui dit que s'il rencontre des difficultés, il peut compter sur elle, car la magie de guérison est sa spécialité. Alec accepte, mais lui demande de ne pas trop attirer l'attention. Elle ne comprend pas très bien. Alors Alec lui explique que pour lui, il est très difficile de se débarrasser des habitudes de la cour et qu'il a encore très peur. Il sait que les aventuriers là-bas ne sont pas comme les nobles. Mais même ainsi, c'est difficile. Alors elle lui tapote la tête, comprenant qu'il a traversé des moments très difficiles. Mais à ce moment précis, son groupe entre dans la pièce, très excité à l'idée de partir à l'aventure. Ils demandent à Alec, qui demande à Kreisha si elle a accepté d'aller à cet étage, car il n'est pas possible d'utiliser la magie sans potion. Elle répond qu'elle a clairement refusé, mais que l'idiot d'Ornest a tellement insisté qu'elle a fini par accepter. Puis les deux se disputent sur place, tandis que Yora dit à Alec qu'elle fera partie de son groupe, et aussi qu'ils doivent se rendre au groupe du maître de la guilde, bien qu'ils ne puissent en participer que s'il les accompagne. Sinon, le maître de la guilde leur interdit l'entrée, révélant qu'il place de grands espoirs dans le garçon. Alec a l'impression d'être un simple personnage secondaire, mais ils lui font comprendre que toute autre personne les ralentirait, car le meilleur groupe a besoin du meilleur mage. Puis vient le moment d'inscrire le groupe une dernière fois. Quelque temps plus tard, ils se retrouvent à l'entrée du donjon de Fizzle. Ils sont prêts à reprendre leur légende et savent parfaitement qu'ils ne peuvent pas descendre en utilisant la méthode traditionnelle, car malheureusement, ils n'arriveraient pas à temps. Rechroma se trouve au 64e étage, l'étage des tueurs de tanks, où la magie de guérison ne peut être utilisée. Puis Yora montre un artefact qu'elle a obtenu au 52e étage. Grâce à lui, ils peuvent atteindre cet étage, mais s'ils utilisent celui que Krista leur a donné, ils peuvent aller directement au 64e étage. Alec demande pourquoi le maître de la guilde leur aurait donné quelque chose d'aussi important. Il l'informe que le groupe du maître en possède également un. Il y aura donc 2 groupes pour sauver Rechroma. Ils l'avertissent qu'il doit économiser son énergie, car le boss du 64e étage est un mort vivant, et ils compteront sur sa magie pour le vaincre. C'est pourquoi il est important qu'il préserve ses forces, sans perdre de temps. Il se prépare, tandis que Yora les transporte au 64e étage. Dès leur arrivée, une horde de squelettes les attend sur place. Sans hésiter, Ornest se précipite vers eux, tandis que Yora lui demande d'attendre un instant, car elle doit lui lancer un sort de soutien. Mais il ignore tout et charge les squelettes. Alex se rend compte qu'il utilise un artefact, et Krasir révèle qu'il s'agit d'une lance noire qui transperce et coupe tout. Elle est extrêmement tranchante et pratiquement incassable. C'est l'arme parfaite pour un idiot comme Ornest. Il continue à éliminer les squelettes, mais alors qu'ils avancent, Alex sent une présence et attaque rapidement avec son tonnerre. Cependant, lorsqu'il se retourne, il ne voit rien, mais avertit tout le monde de rester vigilant. En invoquant son épée, il avance, révélant l'emplacement d'une faucheuse verte. Il s'agit d'un ennemi invisible, et Ornest le félicite pour son instinct. Alec comprend que ce salaud était juste en train de les tester, mais il lui demande de ne pas le prendre mal. Il savait déjà qu'il y avait des ennemis invisibles, même s'il ne savait pas comment les combattre, mais il faisait entièrement confiance à Alec.
Ornest, comme toujours, est un idiot. Il aurait pu les avertir plus tôt, poursuivant son chemin. Il savait qu'Alex serait capable de les vaincre sans aucun problème. Et Alex sourit, pensant que l'attente et la confiance sont des choses très étranges. Même s'il se sent très soulagé, puisque ses compagnons lui font confiance. Et juste après avoir vaincu le monstre, il s'apprête à réprimander tout le monde. Et Yora s'excuse auprès de lui, tandis que Krasir prévient que la faute incombe entièrement à Ornest. Cependant, ils n'ont pas le temps de discuter, car ils se rendent compte qu'ils sont encerclés par un autre groupe de squelettes. Yora se charge de les renforcer, tandis que les autres se lancent à l'attaque, mais ils sont nombreux, et Yora commence à être encerclé. Alec décide alors de les éliminer rapidement. Après avoir nettoyé la zone, Ornest demande à Alec pourquoi il utilise toujours Thunderbolt, se souvenant que c'était le seul sort qu'il avait utilisé contre le maître, et qu'il sait qu'Alec est incapable d'utiliser un répertoire de magie beaucoup plus large. Alec se souvient des moments passés avec le prince, mais préfère le cacher à ses compagnons, affirmant qu'il s'agit simplement d'un sort qui peut être lancé plus rapidement. Cependant, Ornest se rend compte qu'il cache quelque chose et exige donc des réponses, mais Alec refuse de dire quoi que ce soit. À ce moment précis, une grande secousse se produit, et il suppose qu'il s'agit du monstre boss. Sans perdre de temps, Yora utilise sa magie de soutien, tandis qu'Ornest se lance à toute vitesse vers le boss. Les autres le suivent, tandis qu'Alec félicite Yora, disant que sa magie de soutien est impressionnante. Il commente qu'il est so facile de comprendre pourquoi elle est la chef, ce qui la met très mal à l'aise. Mais lorsqu'ils avancent dans la salle du boss, ils remarquent qu'Ornest est assis, observant le spectacle. Il est là, observant l'un des membres de Rechroma fuir le monstre boss, désespéré, implorant de l'aide, avertissant que ce maudit monstre veut le dévorer. Alec demande ce qui se passe, et Ornest explique que le gars a provoqué le monstre, qui s'appelle Loki. Le mage de soutien a tendance à penser qu'il est trop intelligent, et qu'il est le plus grand idiot du groupe. Il continue de courir désespérément, mais finit par trébucher. Alec essaie même de l'aider, mais les autres l'en empêchent, affirmant que c'est ainsi qu'il faut combattre Loki. À ce moment précis, le monstre marche sur l'un de ses pièges magiques. Il finit par être affecté par ses attaques. Ornest commente même que s'il l'aimait, il dirait qu'il est le plus grand stratège du monde, mais comme il le déteste, il le traite simplement d'imbécile. Loki commence à se moquer du monstre, mentionnant que sa plus grande erreur a été de croiser son chemin. Cependant, le monstre le regarde avec haine et commence à charger une puissante attaque, faisant comprendre à Loki qu'il est complètement foutu. Mais à la dernière seconde, Ornest intervient pour le sauver, révélant que s'il n'en tenait qu'à lui, il l'aurait laissé mourir, mais que son compagnon a décidé de l'aider. Et maintenant, nous voyons Alex se préparer au combat. Le monstre se précipite vers eux, mais Yora se charge de les protéger avec sa barrière. Alors qu'Alex s'apprête à l'attaquer, le monstre se précipite soudainement vers Ornest, qui a alors une idée géniale. Il court pour que le monstre passe sous eux et lance Loki vers les autres, afin que Krassia puisse le protéger. Yora leur demande de l'emmener en hauteur. Et maintenant, sans le poids mort sur lui, Ornest se prépare au combat. Alors que Yora prévient Alec qu'il doit être celui qui tuera ce monstre, il le lui promet. Et voyant Loki hors de portée, Yora utilise une magie de renforcement, augmentant entre autres sa force et sa dextérité. Son buff est complètement surpuissant. Sans perdre de temps, Ornest charge le monstre, lui assénant un grand nombre d'attaques qui, en réalité, ne font aucun effet sur la créature. Au contraire, le monstre l'envoie valdinguer. Yora s'approche pour le protéger, le couvrant de sa barrière, tout en demandant à Alec de s'occuper de cette chose. D'autre part, Loki fait remarquer qu'il n'a jamais vu le garçon qui est avec eux, demandant à Krassia si par hasard son groupe s'est à nouveau réuni. En réponse, Alec conjure un grand nombre d'éclairs, surprenant Loki, car ceux qui peuvent conjurer 3 sorts sont considérés comme très bons, et ceux qui peuvent en conjurer 5 sont considérés comme des génies. Mais Krassia lui fait savoir qu'Alec peut en conjurer bien plus que cela, et Loki est choqué de voir Alec conjurer 20 éclairs. Ornest, à son tour, se charge de distraire le monstre, ce qui est en gros la seule chose pour laquelle il est doué. Alec active alors son sort, attaquant le monstre avec une puissante attaque de foudre, combinée à un sort d'accélération. Cependant, le monstre est intelligent et esquive le coup final, puis charge Alec avec un puissant coup. Mais heureusement, Krassia intervient et, avec l'une de ses flèches, interrompt l'activation du monstre. Yora, à son tour, se joint au combat, limitant les mouvements du monstre. Elle utilise ses chaînes magiques pour cela, et Ornest le transperce avec sa lance. Et pour l'achever, Alec active le saut à 4 points, immobilisant complètement le monstre. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Mais comme je l'ai déjà dit, ce monstre est coriace, et il continue de se battre avec acharnement. Il tente d'attaquer Alec à bout portant, préparant un coup puissant, mais Alec se contente de sourire, affirmant que l'utiliser contre lui est la pire erreur
possible, car son maître lui a enseigné un sort très spécial, un sort que seules 2 personnes dans l'histoire ont été capables d'utiliser, son maître et lui-même. Le monstre attaque de toutes ses forces, mais Alec utilise le sort Reflet, renvoyant la puissante attaque du monstre vers lui-même. L'explosion massive fait trembler tout l'endroit, mais le maudit monstre ne songe pas à se rendre. Alec l'avertit alors qu'il est temps de le réduire en cendres, en libérant la puissance des 4 points. Il active la magie d'Hélios, carbonisant complètement le monstre. Malgré toutes les attaques subies par la créature, elle ne meurt toujours pas. C'est alors qu'Ornest intervient et lui coupe la tête. Alec le provoque en lui disant qu'il est un monstre encore pire que cette chose. Mais Ornest répond que c'est Alec qui l'est. Les filles elles en profitent pour le taquiner un peu, ce qui amuse tout le monde pendant un moment. Mais ce moment de détente est interrompu par Loki, qui félicite le groupe légendaire de la dernière période, puis se tourne vers Alec. Il dit qu'il sait tout sur lui, le qualifiant de mage de la cour de Galdana, celui qui aurait vaincu une hydre, bien que beaucoup aient douté de cet exploit. Après ce qu'il a vu ce jour-là, il peut y croire. Cependant, Alec révèle qu'il n'est plus mage de la cour, ce qui surprend Loki. Il trouve cela dommage, mais Alec lui fait comprendre que cela n'a pas vraiment d'importance pour lui. Loki lui répond que cela n'a aucun sens. Il ajoute que la cour de Galdana a dû être extrêmement stupide pour laisser partir un mage de son calibre. Il se tourne ensuite vers Yorha, qui le remercie de l'avoir sauvé, affirmant que le groupe ne manquera pas de lui rendre l'appareil. Yorha le gronde, lui disant qu'il ne fait jamais rien de son propre chef. Mais il lui demande simplement si elle n'aurait pas quelques potions à lui donner, car celles qu'il avait sont restées avec son groupe, qui doit encore combattre le pire boss de l'étage. Les gars sont surpris, et lui demandent si par hasard, le monstre qu'ils ont vaincu n'était pas le boss de l'étage. Il leur fait savoir que c'était bien un boss d'étage, mais que ce n'était pas le seul. Son travail consiste à attirer le plus idiot des 2. Les gars commentent qu'il est dîné pour être un appât, tandis qu'Ornest lui donne une potion, lui disant qu'il lui en doit une. Alec remarque qu'ils ne s'entendent pas très bien, mais qu'il n'y a pas beaucoup de temps à perdre. Alors il demande des informations sur cet autre boss. Il leur dit que, tout comme le premier, c'est un mort-vivant, un chevalier vêtu d'une armure noire, et il doute sérieusement que des attaques physiques puissent avoir un quelconque effet contre lui. C'est pourquoi Alec sera en mesure de l'affronter. À ce moment-là, il tend au garçon un avarim en forme de croix, en lui précisant qu'il s'agit d'un artefact appelé Edgeward. Quand il le brandira, il se transformera en épée. Les garçons lui demandent ce qu'il compte faire avec ça, puisqu'il donne un objet aussi précieux à Alec. Il répond qu'il y a remarqué qu'Alec est très doué au combat rapproché, en plus d'avoir des pouvoirs magiques incroyables. Et il a remis cet artefact à Alec, afin qu'il puisse affronter le monstre boss de l'autre endroit, sans pouvoir utiliser la magie. Les garçons lui demandent s'il est idiot, mais il leur fait comprendre que ce sont les petites choses comme ça qui le rendent fou. La tromperie, la trahison, la fausseté et la ruse sont sa spécialité. Et il fait toujours ce qui est nécessaire. C'est pourquoi, ce jour-là, il commence par tromper ses amis. Puis le moment arrive enfin, et il est temps de lancer une petite attaque surprise. Mais pendant ce temps, ailleurs, dans le donjon de la capitale, au niveau 30, le prince et son subordonné fuyant des monstres. Il insulte Lenny, car elle est une personne inutile qui ne sait pas utiliser la magie. Il décide donc d'attaquer les monstres lui-même. Mais les choses ne se passent pas très bien. Lorsqu'il frappe la bête avec son épée, il est projeté en l'air. Alors la meilleure option est de la porter et d'effectuer une retraite stratégique. Le prince inutile, sans s'en rendre compte, se demande ce qui se passe. Avec sa force, il devrait être capable de bloquer les attaques de ce monstre. Puis il se souvient que tout a commencé lorsqu'il a expulsé Alec. Il pense donc que ce salaud leur a sûrement jeté un sort pour se venger. Évidemment, c'est la seule pensée logique à laquelle ce crétin peut arriver. Et à cause de cela, il commence à le maudire. Après avoir quitté le donjon et être arrivé au château royal, Vol'gin l'examine et l'informe qu'il n'est pas maudit. Le prince devient furieux et lui demande s'il sous-entend que tout ce qui s'est passé est de sa faute. Vol'gin lui fait savoir qu'il ne fait que dire la vérité, mais le prince refuse de l'accepter et dit que tout cela est la faute d'Alec, car c'est la seule explication possible à leurs mauvais résultats, à un étage aussi simple que le 30. Cependant, Vol'gin fait remarquer que le niveau 30 est doté d'un champ anti-magie. Il demande s'il n'a pas négligé quelque chose dans sa magie de soutien. Le prince répond que seuls les lâches utilisent des absurdités telles que la magie de soutien. Et il ne comprend pas ce qu'Alec a fait, s'il ne l'a finalement pas maudit. Mais Vol'gin fait remarquer que c'est assez étrange, demandant si Alec n'a pas prévenu de la présence du champ anti-magie au niveau 30. Le prince répond qu'il n'avait aucun moyen de le savoir, puisqu'il n'est qu'un ignorant. Et Vol'gin répond qu'Alec appartient au groupe légendaire qui a atteint
atteint le 78e étage. Mais le prince se met simplement à rire, car ce ne sont que des histoires racontées par les journaux. Il ne sait pas ce qu'Alec a fait, mais il jure qu'il le paiera, et Volgin se contente d'observer. À ce moment-là, le messager frappe à la porte et informe le prince que le roi souhaite lui parler d'Alec. Le prince sourit, car c'est l'occasion rêvée de le faire tomber. Mais lorsqu'il rencontre son père, ce dernier lui demande s'il connaît par hasard le nom d'Eldesmora. Ce nom lui semble familier, et le prince demande s'il devrait le connaître. Le roi lui révèle qu'il s'agit du nom de l'ancien mage de la cour, qu'il a exilé il y a plusieurs décennies. Il le considérait comme un imbécile, car il avait eu l'audace de lui dire, à lui, le roi, qu'il devrait mieux traiter les mages de la cour. Sinon, le roi de Galdana subirait quelque chose de terrible dans un avenir proche. Il le regrette car, bien qu'il fût noble, il était assez stupide. Le prince répond qu'il a donc été exilé pour une raison valable, mais le roi lui fait savoir que l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois exilé, Eldas est entré à l'académie de magie, mais cette fois-ci en tant que roturier, après avoir perdu son titre et son nom de famille. Cela ne l'a pas empêché de devenir le meilleur élève de l'académie, faisant taire les critiques, grâce à ses grandes capacités, puis il est revenu une fois de plus en tant que mage de la cour pour répéter ce qu'il avait dit. Il ajouta également que les roturiers n'étaient pas inutiles, et que c'était quelque chose qu'il avait appris après avoir été sauvé par l'un d'entre eux. Après avoir servi à la cour pendant un an, Eldas disparut tout simplement. Il demanda alors au prince s'il savait par hasard pourquoi il lui avait ordonné d'explorer le donjon. Le prince répondit que c'était pour qu'il puisse le surmonter et se couvrir d'honneur et de gloire. Mais en vérité, le roi ne lui avait permis de le faire que pour vérifier si les paroles d'Eldas étaient vraies. Et d'après ce qu'il avait remarqué, elles l'étaient, apparemment. Il est donc temps de changer le fonctionnement de son royaume, à commencer par la discrimination à l'égard des roturiers. Ceux qui possèdent de grands talents comme Alex seront embauchés, et le prince fait savoir que c'est ridicule, car il deviendrait la risée de tous en acceptant l'aide de roturiers. C'est quelque chose que son propre père lui a enseigné, et le roi le sait, et il en accepte la responsabilité. Mais malgré cela, il a décidé d'écouter cet idiot d'Eldas. Cependant, le prince tente même de le persuader, l'avertissant qu'en travaillant avec un roturier, il s'est couvert de honte, bien qu'à ce moment précis, un assistant lui montre les notes qu'Alex voulait lui montrer, celles que le mage avait simplement déchirées au tout début. Le prince demande ce que c'est, et le roi révèle qu'il s'agit d'un rapport rédigé par Alex. Il contient toutes les informations nécessaires pour franchir le niveau 30, pour disposer d'informations aussi détaillées. Il aurait fallu franchir ce niveau à plusieurs reprises, et le prince n'arrive pas à y croire. Il demande donc à son père la permission de se retirer, car il se sent dégoûté. Le roi demande alors à Volgin de s'occuper de lui, même s'il sait que cela ne sera pas facile. Pendant ce temps, dans la pièce, le prince reste incrédule, se demandant s'il a vraiment rédigé ce rapport complet, et pourquoi diable il ne lui a rien dit. Il ignore que le mage du groupe a simplement tout déchiré. Peu après, en partant, Volgin lui demande de l'aider pour quelque chose. Pendant ce temps, dans un autre endroit, notre petit groupe, ou du moins Ornest, prévient qu'il n'a pas l'intention d'écouter ses stupidités. Ornest déclare qu'il ne veut pas qu'Alec se batte contre un monstre sans magie. C'est tout simplement absurde, mais Loki répond que ce monstre est très intelligent, en plus d'être un épéiste très expérimenté. C'est pourquoi il veut qu'Alec lui fasse croire qu'il est un guerrier, afin de le terrasser d'un seul sort. Alec répond qu'il doit d'abord le voir de ses propres yeux, mais que si les choses se passent exactement comme il le dit, il le fera. Loki s'enthousiasme, puis informe Kreisha qu'il est temps de parler du rôle qu'elle va jouer. Bien qu'elle lui réponde qu'elle ne suivra pas ses ordres, Loki insiste, car il doute qu'elle veuille traverser ce maudit désert. Il suggère donc d'utiliser la magie de téléportation pour atteindre rapidement l'autre point. Les garçons le réprimandent, en lui disant que cette magie est un secret de haut niveau, réservé exclusivement au gouvernement, et que s'il la connaît, c'est parce qu'il l'a certainement volée. Il leur demande de ne pas être si puérils, car tant qu'ils ne sont pas découverts, il ne se passera rien. Bien que cette magie nécessite beaucoup d'énergie, et qu'il ait besoin de l'aide de Kreisha, Alec prévient Yorha que si quelque chose arrive, elle pourra tout mettre sur le dos de Loki, et c'est pour cette raison qu'ils acceptent d'utiliser la magie de téléportation. Il dessine un cercle pendant qu'Alec demande à Yorha de lui donner plus d'informations sur Loki. Elle répond qu'il n'est pas très fiable, mais qu'ils peuvent compter sur lui, du moins pour l'instant. Elle révèle qu'il y a 2 ans, il a commandé le raid du donjon Arcana et s'est assuré qu'il n'y ait aucune victime. Alec trouve cela assez impressionnant et comprend qu'il peut lui faire confiance, du moins pour l'instant. Il dit à Ornest qu'il se battra avec l'épée et qu'il est donc temps de s'entraîner. Ils entament alors un concours où celui qui tombera le premier recevra une punition, et Kreisha remarque qu'ils n'ont pas changé du tout. Loki commente que c'est une belle amitié, tout comme celle qu'il entretient avec Rechroma. Puis ils activent le téléporteur,
Yora est très surprise lorsqu'elle constate qu'il s'agit d'une véritable téléportation. Les garçons se préparent au combat et, une fois arrivés de l'autre côté, tout le monde se jette sur Ornest. Dès leur arrivée, Loki lui montre son adversaire et Ornest ne perd pas de temps pour avancer vers lui. Alec l'attaque par surprise. Bien que le monstre esquive avec une grande facilité, Loki et Kreisha s'occupent d'emmener Hegel et Marvel en lieu sûr, tandis que les garçons se chargent de distraire le monstre. Voyant qu'il n'y a personne d'autre à proximité, ils peuvent se battre de toute leur force et Ornest s'occupe d'immobiliser le monstre. Alors qu'Alec lui arrache la tête d'un coup d'épée, l'armure cesse de bouger. Les garçons pensent qu'il est déjà vaincu, mais les choses ne sont jamais aussi simple car quelque chose se produit. Quelque chose de très étrange émerge de l'intérieur de l'armure et s'avance vers les garçons. Ils sont surpris de découvrir qu'il s'agit d'un Dullahan, un monstre qu'ils ont déjà vaincu auparavant. En un clin d'œil, il s'avance vers Alec, qui comprend qu'il est beaucoup plus rapide et plus fort qu'avant. Yora se charge d'améliorer ses capacités, et ces deux-là, travaillant ensemble, parviennent à le projeter loin. Cependant, Alec sait parfaitement que ce combat n'est pas encore terminé, car l'armure est assez résistante. Malgré les attaques de l'artefact, le Dullahan enfile son casque et, dans un rugissement, assomme tout le monde. L'armure profite d'un moment pour attaquer Alec, qui est projeté en l'air, mais heureusement, Yora agit rapidement et parvient à le protéger avec sa barrière. Alec la remercie, car sans sa barrière, il serait mort sous le coup. Il demande ensuite à Loki combien de temps il lui faut, et Loki répond qu'il lui faut 5 minutes. Alec lui dit qu'il donne l'impression que c'est très facile, qu'il ne lui reste plus que 3 potions, et que pour ne rien arranger, le Dullahan connaît également les arts martiaux. À ce moment-là, Ornest lui ordonne de faire quelque chose, et Alec passe à l'action, accompagné de Yora. Les garçons avancent alors contre le Dullahan, tandis qu'Ornest commande qu'Alec est enfin redevenu lui-même. Depuis son arrivée, il n'avait montré qu'un visage triste. Il lui demande ce qui a bien pu le mener à cet état. Alec lui demande simplement de se taire, mais Ornest décide de ne pas se taire, tant qu'il ne lui aura pas dit ce qui se passe. Comme il ne peut pas l'aider s'il ne lui dit rien. Il veut l'aider parce qu'ils sont compagnons depuis plus de 6 ans, et qu'ils se sont toujours soutenus mutuellement. Il lui demande si c'est vraiment si grave, qu'il veuille simplement l'aider à résoudre ses problèmes. Alec avoue qu'il voulait seulement faire quelque chose pour lui, car il pensait que s'il changeait de cours, il le ferait pour lui. C'est pourquoi il a rejoint la cour, même si le groupe voulait être spécifique. Mais au final, il n'a réussi qu'à se sauver lui-même. Ornest lui demande de ne pas se faire de soucis, car après tout, il a fait tout ce qu'il pouvait. Sinon, il ne serait pas allé dans cet endroit horrible. Et Alec se met à pleurer. C'est alors que les 5 minutes sont écoulées, et que Loki active le saut magique en disant qu'il veut voir le visage de ce monstre répugnant. En le voyant, le Dullahan tente d'avancer pour l'envoyer directement en enfer. Mais en réalité, tout n'était qu'une illusion, ce qui fait que le Dullahan se dirige droit vers le piège. Ses mouvements sont ainsi ralentis, et, en voyant le vrai Loki au-dessus de lui, il se dirige vers lui. Bien qu'il active chacun des pièges, Ornest, irrité, devient furieux lorsqu'il voit qu'ils ont également été trompés. En essayant d'aller dans la direction de Loki, il continue d'activer piège après piège. Ici, il se téléporte derrière le Dullahan. Ces deux-là avaient tout prévu, et Ornest, d'une seule attaque, l'envoie valdinguer. Puis c'est au tour du Dullahan, qui avance vers lui. Bien que le monstre parvienne à esquiver, tout avait été froidement calculé par Loki, qui avait remarqué qu'il esquivait toujours vers la droite, ce qui finit par déclencher précisément l'un de ses pièges. Cela ne fait qu'enrager le monstre, qui court à toute vitesse à la recherche de Loki. Une fois arrivé au sommet, Loki le provoque, mais le Dullahan se rend compte qu'il s'agit d'une autre illusion, et se jette sur le vrai. Il parvient à bloquer avec son épée magique, tandis que Jori s'occupe de le renforcer, en plus d'activer le saut magique à 3 points, grâce auquel il parvient à voir le Dullahan enragé, qui lance un coup de poing à Loki, l'envoyant hors de la tour. Bien que Loki se contente de sourire, il avertit Alec que c'est le moment de voler la vedette et de s'attribuer toute la gloire. Sans perdre de temps, il commence à invoquer un grand nombre de cercles magiques, surprenant Marvel, voyant qu'il ne peut plus voir le Dullahan. Loki remarque qu'il utilise désormais beaucoup plus de pouvoir qu'il n'en a utilisé contre les autres boss. Cependant, Alec commence à paraître affaibli, mais il ne songe pas à abandonner. Il agrandit les cercles magiques et l'attaque avec des éclairs et des accélérations, mais le Dullahan résiste et tente de se libérer des sauts. Jori comprend alors que si Alec ne l'achève pas rapidement, le monstre se libérera. Bien qu'Alec soit extrêmement affaibli, il se souvient que lorsqu'il a été expulsé du groupe, ses amis lui ont tendu la main. Il ne veut pas laisser passer cette occasion et souhaite répondre à leurs attentes. En combinant tous les cercles magiques en un seul, il invoque Valdira. Les personnes présentes sont surprises par sa magie, tandis que le Dullahan, sous le coup de l'attaque,
est complètement pulvérisé. Alec tombe à terre, épuisé, mais il se dit que c'est une très bonne chose d'avoir des gens qui comptent sur lui. Bien que Jory s'approche de lui pour lui demander de ne pas y accorder d'importance, l'essentiel est qu'il termine le donjon et s'amuse. Ornest remarque qu'il est désormais revenu à son meilleur niveau. Bien que Crécha mentionne qu'il semble seulement rouillé, Ornest ne perd pas de temps et rappelle à Alec qu'il a perdu le pari, puisqu'il a été le premier à tomber et qu'il recevra une punition. Bien qu'il soit une personne très miséricordieuse et qu'il n'envisage pas de le punir trop sévèrement, il lui demande seulement de ne plus rien leur cacher, comme il l'a fait il y a 4 ans, et que s'il rencontre des problèmes, il vaut mieux qu'il leur en parle afin qu'ils puissent l'aider et le soutenir. Alec est ému et les remercie. À son tour, le chef de Rikroma, Hanwell, se présente aux garçons et les remercie de l'avoir sauvé. Pendant ce temps, Marbel embrasse Alec en guise de remerciement, ce qui provoque la colère de Jory, qui lui dit qu'elle ferait mieux de faire attention et de ne pas s'approcher du mage de son équipe. Loki félicite Alec, car il a déjà vu de nombreux mages, mais il n'a jamais vu quelqu'un capable d'utiliser autant de sorts en même temps. Il les remercie également, affirmant que sans eux, il ne serait pas là pour raconter l'histoire. Crassia et Ornest en profitent pour agir sournoisement, affirmant que grâce à eux, il est en vie, ce qui signifie que Loki leur est désormais redevable. Loki s'irrite quelque peu, leur assurant qu'ils seront bien sûr récompensés, tout en se plaignant que ces deux-là ne s'entendent que lorsqu'il s'agit de comploter contre quelqu'un. Il mentionne que s'ils veulent une recommandation, cela sera assez compliqué. Alec demande à quoi il fait référence, et Hanwell explique que la recommandation est nécessaire pour passer au rang S. En plus de l'approbation du maître de la guilde, il précise qu'il se chargera de les recommander, tandis qu'Ornest commente qu'il semble beaucoup plus fiable que ce maudit Loki. Loki se plaint alors à son chef et lui demande de dire à cet idiot qu'il est en quelqu'un de très fiable. Cependant, Hanwell répond au garçon que personne ne fait confiance à Loki. Tout le monde est d'accord, rien qu'à voir son visage. Et après un certain temps et beaucoup de rires, Alec rassemble le Dullahan Corps. Ils disent au revoir à Rikroma et précisent qu'ils forment un excellent groupe. Les garçons concluent que le sauvetage a été un succès, et lorsqu'ils retournent à la guilde, la réceptionniste remet la récompense à Alec et l'avertit qu'il est désormais quelqu'un de très populaire. Il est heureux d'avoir été utile. Mais lorsqu'il tente de partir, le maître de guilde intervient. Il l'informe qu'il a reçu la visite d'un visiteur venu de son ancienne patrie, et Alex se demande s'il voulait par hasard que le prince meure, puisqu'il ne lui a pas dit à quel point il était faible. Alec répond en demandant si Volgin pensait vraiment que le prince écouterait ses paroles. Et Volgin se plaint, disant qu'il finit toujours par faire le sale boulot. Alec se demande quel mage a rejoint le groupe après son départ, mais Volgin répond qu'il n'est pas le mage, juste le babysitter d'un enfant gâté, une complète perte de temps. Il raconte qu'après le départ d'Alec, le prince a atteint le 30e étage et a fini par être gravement blessé. Mais heureusement, il s'est déjà complètement rétabli. Volgin a même essayé de le raisonner, mais il n'a réussi qu'à faire en sorte que le prince demande à être entraîné, ce qui est encore pire que d'être sa nounou. C'est pour cette raison qu'il l'a escorté jusqu'à cet endroit, et Alec est assez surpris et demande pourquoi il l'a emmené là-bas. Volgin révèle que cet idiot se rend au village et l'attend au Colisée souterrain. Alec accepte de l'entraîner afin que le prince puisse tourner la page, et tandis qu'il se dirige vers le souterrain, Volgin fait remarquer que malgré son inutilité, le prince a aussi sa fierté, mais qu'il suit des valeurs qu'il ne comprend pas et qui ne lui permettent pas de changer. Alec répond que c'est ainsi que sont les nobles, mais Volgin lui fait clairement comprendre que ce n'est qu'une perte de temps. Alec se souvient qu'il est lui aussi noble, mais Volgin répond qu'il vit en faisant ce qu'il veut. Le titre de noblesse n'a aucune importance pour lui. Lorsqu'ils arrivent au Colisée, le prince l'accueille avec son attitude habituelle, révélant que son père a déclaré que le royaume devait changer et qu'il a décidé d'être d'accord avec cela. Cependant, il déclare qu'il n'ira pas plus loin, car les nobles et les roturiers ne peuvent pas travailler ensemble. Selon lui, ils font partie de l'élite, tandis que les roturiers ne sont que des moins que rien. Après cette conversation insupportable sur ce qu'il pense des souhaits de son père, Alec répond qu'honnêtement, il ne comprend pas ce qu'il ressent, ni pourquoi il doit accepter la vérité. Il affirme clairement que le prince a tort de penser ainsi. Le prince ne l'a jamais écouté, et s'il l'avait fait, peut-être que tout aurait été différent. Le prince, arrogant comme toujours, demande pourquoi il devrait écouter un roturier, et affirme clairement qu'il n'a pas l'intention de changer et refuse de le faire. Pour cette même raison, il le défie en duel, et Volgin sera le témoin qui prouvera à son père que le changement qu'il souhaite est inutile. Volgin répond qu'il tiendra parole, et le prince s'avance immédiatement vers Alec, utilisant le double poignard. Alec se souvient avoir dit au prince qu'il serait préférable pour lui d'utiliser 2 poignards plutôt qu'une épée longue. Mais comme d'habitude, le prince ne l'avait pas écouté. Par conséquent, s'il utilise maintenant 2 dagues, c'est
c'est probablement sur la recommandation de Volgin. Alec comprend que tout a été orchestré par lui et demande ce qu'il a dit exactement au prince. Volgin a seulement dit que s'il voulait nier qu'Alec était quelqu'un de fort, alors il devait le prouver lui-même. Et si de cette façon il était convaincu qu'il était inutile, alors il devait le prouver. Le prince s'avance une nouvelle fois contre Alec, qui bloque ses attaques avec facilité. À son tour, Volgin commente qu'il ne respecte pas les idiots bruyants, mais qu'il peut accepter ceux qui n'ont pas peur. C'est pour cette raison qu'il a appris au prince comment l'affronter. Alec se protège grâce à sa magie de soutien. Quand le prince le voit, il remarque que c'est grâce à cela qu'il a réussi à aller aussi loin dans le donjon, et Alec répond que le roi lui a ordonné de le protéger. Le prince répond qu'après l'avoir affronté, il a essayé à plusieurs reprises de franchir le niveau 30, mais qu'il a toujours fini par s'enfuir, gravement blessé. Jusque-là, il avait lu le rapport laissé par Alec, ce qui l'avait rempli de rage, car ce rapport était parfait. Il ne contenait pas seulement des informations sur le donjon, mais aussi sur la personnalité du prince lui-même. Il pensait qu'Alec était un, mais maintenant, il comprend qu'il en est vraiment un, et en tant que génie, il ne peut pas rester dans son ombre. Il ordonne donc à Alec de dégainer son arme, car il doit le surpasser. Alec décide de le satisfaire et révèle son artefact, demandant au prince si même en sachant à quel point il est fort, il souhaite toujours le défier. Le prince est déjà terrifié, tandis qu'Alec lui demande s'il est vrai que le roi a l'intention de changer le royaume. Le prince lui répond que son père testait la force d'eux, c'est pourquoi il a envoyé son fils au donjon. En d'autres termes, ils ont tous deux été utilisés. Un test de son père a décidé de poursuivre ou non le changement. Alec comprend la raison, car le roi était le seul à le traiter avec respect. Il est donc heureux de réaliser que grâce à cela, ces 4 années n'ont pas été gaspillées. Le prince est bouleversé tandis que Volgin se contente de sourire, et Alec sent que le moment est venu de démontrer sa force. Lorsqu'il libère son aura, le prince se souille complètement. Tremblant de peur, il voit à quel point Volgin est surpris lorsqu'il remarque qu'Alec ne l'a pas attaqué. Le prince lui demande pourquoi il ne l'a pas attaqué, se souvenant de tout ce qu'il lui a fait subir. Il se met à pleurer de frustration, se demandant qui il est vraiment et ce qu'il doit faire. À ce moment-là, il est complètement désorienté. Avant, il croyait en ses idéaux, les mêmes que son père lui avait enseignés. Mais maintenant, il ne sait plus quelle voie suivre. Il voulait seulement mourir par l'épée d'Alec, car ainsi il paierait pour ses péchés. Et peut-être que s'il lui arrivait quelque chose, son père changerait d'avis. Mais tout ce qu'il parvient à faire, c'est de demander avec rage à Alec ce qu'il doit faire et qui il est. Alec fait quelque chose qu'on ne devrait jamais faire, c'est-à-dire répondre à une question par une autre question. Il n'est pas du genre à se réjouir du malheur des autres. Cependant, la vie réserve de nombreux rebondissements, et il s'est rendu à cet endroit pour l'affronter, pensant qu'ils échangeraient des insultes pour tout ce qui s'était passé entre eux auparavant. Bien qu'il soit assez irrité, le voir là, lui demander conseil, rend tout ce qui s'est passé entre eux complètement ridicule. Étonnamment, le prince finit par s'excuser, laissant Alec assez surpris. Comme il ne s'attendait pas à entendre cela, il commente qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne comprend pas, que les gens l'aident, mais qu'il ne sait pas quelle voie suivre. Cependant, il ne peut pas chercher des réponses en interrogeant les autres, et c'est pourquoi il tend la main au prince et l'invite à chercher les réponses par lui-même. Le prince se plaint, disant qu'il a déjà tout compris, et demande à Volgin de lui remettre cela. Lorsqu'il le fait, il lui remet sa cape de cour, ainsi qu'une lettre du roi, dans laquelle il est écrit que le poste de mage de cour sera toujours disponible. S'il souhaite revenir, Alec demande s'il s'agit d'un ordre, mais Volgin répond qu'il s'agit seulement d'une demande. En entendant cela, Alec répond qu'il n'a besoin de rien, car son nouveau groupe n'accepte pas les démissions. Il ne peut plus revenir en tant que mage de la cour, et il ne le souhaite pas non plus. Il demande à Volgin de dire au roi que beaucoup de choses se sont passées au cours de ces 4 années, mais qu'il lui est toujours très reconnaissant. Malgré cela, le prince jette la cape dans sa direction et demande à Volgin de retourner à la capitale, car le fait que cet idiot ait refusé la gentillesse du roi prouve qu'il est un imbécile fini. Alec répond qu'il savait déjà qu'il était un imbécile. Après tout, il n'est qu'un roturier inutile. Le prince se tourne vers lui et lui dit qu'il le déteste toujours, et Alec répond qu'il le déteste aussi, et ils finissent ainsi par se mettre d'accord. En partant, le prince sourit, tandis qu'Alec se sent encouragé, car ses efforts ont porté leurs fruits. Quelque temps plus tard, Alec retrouve son groupe et leur demande s'ils sont libres ce jour-là. Tout le monde répond oui, mais lorsqu'il leur dit que c'est pour qu'ils lui fassent visiter la ville de Fizzle, Ornest et Kreisha répondent qu'ils seront très occupés et partent sans rien dire d'autre.
Yora fait remarquer que ces deux-là essaient toujours d'aider de manière étrange, et dit à Alec qu'ils peuvent y aller un autre jour. Mais Alec répond qu'il n'a besoin que d'une seule personne pour lui faire visiter la ville, et que si elle n'a pas d'autres engagements, ils pourraient y aller tous les deux. Yora devient nerveuse à l'idée d'être seule avec lui, tandis qu'Alec répond qu'il ne connaît que les membres de la guilde et qu'il aimerait mieux connaître Fizzle. Sur ce, Yora, tout excitée, lui annonce qu'elle va lui faire visiter la ville de fond en comble. En marchant dans les rues, elle lui explique que Fizzle est une ville donjon et que c'est pour cette raison qu'on y vend beaucoup d'armes, d'armures et d'objets divers. Cependant, les meilleures choses se trouvent au marché et non dans les magasins ordinaires. Elle lui recommande également d'être très prudent avec les marchands malhonnêtes, car ils essaient de faire acheter des articles de mauvaise qualité aux nouveaux arrivants. Même après avoir donné cet avertissement, c'est précisément elle qui fait quelque chose de stupide. Avant qu'il n'achète la pilule magique supposée miraculeuse, Alec lui attrape la main et l'éloigne, lui disant qu'il vaut mieux laisser Ornest et Kratia s'occuper des achats. Yora finit par accepter, mais dit qu'une fois, elle les a envoyés acheter des choses, et qu'ils sont revenus avec des babioles qu'ils n'auraient pas dû acheter. Elle prévient Alec qu'ils sont inutiles, qu'ils ne savent rien acheter. Il se rend compte qu'elle n'est pas très différente, et c'est pourquoi il décide lui-même de se charger des achats. Plus tard, ils vont se reposer un peu, mais Alec demande à Ornest et Kratia pourquoi ils détestent autant Loki. Yora se souvient que même si Ornest est très distrait et vaniteux, il apprécie et prend grand soin de ses armes. Une fois, ils ont trouvé un groupe de niveau A en difficulté. Et à ce moment-là, Loki et Regal sont apparus pour les aider. C'est ainsi qu'ils ont fini par former une équipe. Par pure coïncidence, pendant le combat contre le boss de l'étage, Ornest protégeait l'un des membres et a fini par être gravement blessé. Bien que sa vie ne soit pas en danger, il a passé tout le trajet du retour à dire qu'il ne ressentait aucune douleur. Après tout, il est extrêmement fier, mais il n'a pas pu supporter la douleur et a fini par s'évanouir. Regal et Loki l'ont alors porté jusqu'à sa maison. Mais en chemin, la lance d'Ornest a fini par heurter Loki par accident, à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il perde patience et la jette loin, en disant que ce n'était qu'une vieille lance détruite. Alec comprend que tout s'explique désormais, et Yora poursuit en expliquant que même si Loki n'avait peut-être pas de mauvaises intentions, la lance étant vraiment en mauvais état, Ornest est devenu furieux lorsqu'il a réalisé ce qui s'était passé. Il aurait préféré recevoir un coup de pied dans l'aine plutôt que de voir sa lance jetée. Pour aggraver les choses, Loki lui a même demandé comment il pouvait s'énerver autant pour quelque chose d'aussi simple. Après tout, selon lui, les armes étaient rejetables. Cela n'a fait qu'énerver davantage notre cher Ornest, et si cela s'était arrêté là, peut-être que rien ne se serait passé. Mais comme Loki est un type plutôt bizarre, la situation ne s'est pas bien terminée. Depuis lors, chaque fois qu'ils se rencontrent, la tension entre eux ne fait qu'augmenter. Alec comprend maintenant parfaitement ce qui s'est passé et demande pourquoi Kreisha le déteste aussi. Yora limite et commande que Loki semble être le genre de personne qui attire les ennuis, en plus d'être insupportable. En entendant cela, Alec remarque que c'est très typique de Kreisha, et les deux finissent par rire un moment, avant de poursuivre leur promenade dans la ville. À un certain moment, Yora remarque un collier elfique qui attire son attention, car il sert à augmenter le pouvoir magique. Cependant, lorsqu'elle voit le prix, elle est choquée, car il est extrêmement élevé. Comme on pouvait s'y attendre, Alec prend la responsabilité de payer, avertissant que c'est sa magie qui permet au groupe de continuer à se battre. Yora, émue, le remercie, et le reste de la journée se déroule normalement. Puis il regarde le coucher du soleil. Yora est un peu nerveuse et fait remarquer que lorsqu'elle est allée le chercher à Galdana, elle a profité du fait qu'il venait d'être expulsé de la cour. Parfois, elle a l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, pensant qu'il ne voulait peut-être même pas être là. À ce moment-là, Alec l'interrompt en disant que même s'il est vrai qu'il aurait préféré rester à Galdana, cela n'a plus d'importance. Il dit qu'il aime l'idée proposée par Ornest, et celle de former un groupe plus fort, avec lui, Kreisha et elle. Surprise, Yora rappelle que dans ce groupe, aucun retrait n'est accepté. Il affirme qu'elle est la chef, et déclare que la dernière période a besoin de 4. Elle lui dit qu'il ferait mieux de tenir parole, sinon elle ordonnera à Ornest de le poursuivre jusqu'au bout du monde. C'est alors qu'Alec répond qu'elle n'a pas à s'inquiéter, et Yora devient alors très heureuse, car elle sait qu'Alec est du genre à tout garder pour lui, et entendre cela la soulage un peu. Il conclut donc en disant qu'il voulait qu'elle sache ce qu'il ressentait. Yora, émue, pense déjà qu'une confession va suivre et ferme les yeux, impatiente de recevoir un petit baiser. Mais le salaud répond qu'en fait, il a perdu un pari contre Ornest, et que sa punition est de ne rien pouvoir cacher, et de tout lui dire. Honnêtement, dans environ 5 ans, il se souviendra de ce moment. Yora retombe immédiatement dans la réalité. Irritée, elle lui tourne le dos, tout en maudissant le pauvre Ornest. Le lendemain, Ornest se charge de réveiller Alec, se plaignant qu'il a passé la nuit éveillé,
et lui ordonne de s'habiller, de manger et de se lever plus tôt car c'est la vie d'un aventurier. Après cela, ils vont s'entraîner dans la cour où Alec remarque qu'Ornest n'a pas l'intention de se laisser distancer et qu'il s'efforcera d'être au même niveau qu'eux. Lorsque leurs épées en bois s'entrechoquent, celle d'Alec se brise et Ornest commente qu'il pense pouvoir les rattraper alors qu'en réalité, il est déjà un monstre. Alec répond que même en disant cela, il ne pourrait toujours pas le vaincre. Ornest rétorque qu'il n'aura pas assez de mains pour s'en occuper, puis il active son artefact et charge Alec. Heureusement, Yora intervient, avertissant qu'il est encore trop tôt pour causer des problèmes. À ce moment-là, Loki apparaît et commente qu'il est très heureux de les voir avec autant d'énergie. Il se demande s'ils veulent peut-être qu'un membre du groupe S comme lui leur donne des conseils. Cependant, les garçons partent, l'ignorant complètement. Loki demande comment ils peuvent faire cela à quelqu'un qui va leur donner une recommandation pour le classement S. Yora, sans perdre de temps, court pour obtenir la licence de Yora. Cependant, Loki les avertit qu'il ne la leur remettra, que si cet idiot d'Ornest reconnaît qu'il est imbécile et s'excuse. Ce n'est qu'après avoir entendu ces mots qu'il pourra leur donner la licence. Pendant ce temps, il rit comme un véritable maniaque, mais Krista s'occupe de lui pour qu'il cesse de se comporter comme un enfant. Elle s'excuse pour ce que Loki a fait, et prévient qu'ils sont venus là pour livrer cela au nom du maître. Tout le monde est enthousiaste quand il voit que Rekroma les a recommandés et que Fizzle a approuvé la demande. Krista s'approche d'Alec et lui dit que d'autres groupes de niveau S peuvent accéder au donjon arcanique. Il s'agit d'un donjon beaucoup plus compliqué et dangereux que Pixie 4, et s'ils ont des questions à son sujet, ils ne doivent pas hésiter à les poser, car le simple fait de les recommander ne suffit pas à récompenser tout ce qu'ils ont fait pour eux. Loki leur conseille d'aller manger en tant que compagnons de rang S. Et les filles n'hésitent pas à profiter de cette occasion. Elles font remarquer que si Loki invite tout le monde, c'est lui qui paiera, et tout le monde accepte. Alec et Ornest préviennent déjà qu'ils mangent beaucoup, tandis que Loki change d'avis, disant qu'il a des choses à faire. Cependant, Krista le dénonce, lui faisant remarquer qu'il n'a rien de mieux à faire, et qu'il sera donc obligé de payer le dîner de tout le monde. Il est fichu. C'est ainsi qu'ils partent tous ensemble fêter la naissance du groupe S, le groupe de classement S. Les garçons ne se retiennent pas et mangent comme des animaux, tandis qu'Alec, très calme, pense qu'il fait désormais partie d'un groupe classé S. Mais il est interrompu par Ornest, qui le gronde, l'avertissant qu'il vaut mieux ne pas penser qu'il est superflu dans le groupe, car s'il le fait, il se fera tabasser. Après tout, son histoire de légende ne fait que commencer. Alec répond qu'il n'a pas à s'inquiéter, et lui dit de se taire, car quand il est calme, c'est un poète. Pendant ce temps, Jorah leur demande de se taire et de commencer à faire la fête, tandis que Loki lui demande d'arrêter de boire et de manger autant, sinon ils vont le ruiner. Le soir, avant de partir, Alec prévient tout le monde que Jorah a trop bu, et Krista répond que c'est parce qu'elle est très heureuse, non seulement à cause de la promotion, mais aussi parce qu'il les a choisis plutôt que ce maudit roi. Ornest s'irrite en se rappelant qu'ils ne lui ont pas permis de tabasser le petit prince, et à ce moment-là, Misha part à la recherche de Kreisha, car quelqu'un a besoin d'aide de toute urgence. À présent, déjà à l'infirmerie, Kreisha finit de soigner quelques blessés. Elle demande à Misha s'ils vont faire une excursion dans le donjon, car il y a des blessés là-bas. Mais Misha lui répond en lui demandant si elle n'a pas entendu. Il s'avère qu'un groupe criminel de la guilde attaque les aventuriers, et qu'il s'agit de la guilde de l'ombre. À ce moment-là, le maître de la guilde demande à Kreisha de l'accompagner pour soigner une autre personne blessée. Kreisha est surprise de voir qu'il y a encore plus de blessés, et lorsqu'ils arrivent dans la chambre du maître, celui-ci révèle que l'infirmerie était pleine. C'est pour cette raison qu'il l'a amenée dans sa chambre, et il la prévient qu'il y a une fille nommée Olivia qui appartient au groupe sans nom. Elle était seule lorsqu'elle a été attaquée par la guilde de l'ombre. Et le maître de guilde s'en va et la confie à ses soins. En la voyant, Kreisha pense qu'il vaudrait mieux rester avec elle pour soigner ses blessures. Mais alors qu'elle s'apprête à la soigner, la jeune fille se lève et demande où elle se trouve. Kreisha lui répond qu'elle est dans une salle de la guilde, et lui demande ce qui s'est passé lorsqu'elle a été attaquée par la guilde de l'ombre. La jeune fille se lève rapidement et dit que tout est de la faute de ce traître et qu'elle a l'intention de le retrouver et de l'éliminer. Kreisha lui recommande de laisser tomber, sinon elle mourra, mais Olivia lui ordonne de soigner ses blessures dès que possible, car elle a des choses à faire. Cependant, Kreisha, très calme, refuse, car elle ne peut pas la laisser bouger avec ses blessures. Olivia lui saisit la poitrine et lui dit qu'elle est guérisseuse et que son travail consiste à la soigner. Kreisha se contente de regarder, alors qu'Olivia s'évanouit à cause de la douleur, quelque temps plus tard. Kreisha prend l'initiative de laver ses blessures et remarque qu'elle a de nombreuses cicatrices anciennes, en plus des plus récentes, ce qui signifie que cette femme a survécu à de nombreuses batailles. Après tout, il s'agit d'Olivia,
l'une des 2 épéistes de Fizzle, ce qui l'amène à se demander ce qui a bien pu se passer pour la laisser dans cet état. Après avoir fini de nettoyer ses blessures, elle utilise la magie pour la soigner. Et le lendemain, dans la bibliothèque, Alec cherche des informations sur le donjon arcanique. Cependant, il est soudainement interrompu par une fille devant lui, qui l'appelle par un surnom affectueux, et il lui demande de qui elle parle. La fille se répond qu'elle s'adresse à lui, ajoutant qu'elle attend depuis longtemps qu'il la remarque. Alex s'excuse et lui demande ce qu'elle veut. Elle répond que le café est juste à côté et qu'elle aime beaucoup les milkshakes à la fraise. Alex comprend ce qu'elle lui demande et après un certain temps, lorsqu'ils se rendent au café, nous découvrons qu'il ne s'agit en fait pas d'une fille, mais d'un garçon. Il s'appelle Loge et ce salaud mange trop. Il se présente comme un membre de Namley. Le gars a déjà bu plus de 5 milkshakes à la fraise et en commande encore 5 autres. Mais ce qui surprend encore plus Alec, c'est d'apprendre qu'il fait partie d'un groupe classé S. Loge commente qu'il a entendu dire que le 4e membre de Last Period avait été formé, et que le groupe avait rapidement été promu au classement S. Cela finit par éveiller sa curiosité. Alec lui demande alors ce qu'il a découvert en discutant avec lui. Loge mentionne qu'il est parfait pour combler le vide, et lui demande s'il serait intéressé à se joindre à eux, car ils veulent lancer une attaque contre le donjon. Le lendemain, Kreisha réprimande le maître de guilde pour rester assis comme si de rien n'était, tandis que la maudite Olivia s'entraîne alors qu'elle ne devrait pas. Il répond qu'elle ne l'écoute pas, et qu'en plus, elle refuse de donner des informations sur la personne qui l'a laissée dans cet état. Olivia, complètement imprudente, ordonne à Kreisha de se dépêcher de soigner ses blessures afin qu'elle puisse quitter cet endroit. Kreisha lui dit son nom et lui ordonne de l'appeler ainsi, tandis que le maître de guilde ordonne à Olivia de dire ce qui s'est passé. Mais elle continue de refuser et il commence à perdre patience. Cependant, Kreisha lui demande de partir car elle-même soignera les blessures. Ce faisant, elle soigne rapidement les blessures d'Olivia, qui remarque que Kreisha est la seule personne à ne pas lui avoir demandé ce qui s'est passé. Kreisha se souvient qu'elle a été mentionnée un traître, mais préfère ne rien dire. Elle répond qu'elle fait seulement ce qu'elle peut et que si elle a besoin d'aide, elle n'a qu'à demander. Si elle-même ne peut pas l'aider, elle cherchera quelqu'un qui le pourra. Olivia s'agenouille et s'excuse, car elle l'a traité très grossièrement, alors que la faute vient en réalité de sa propre faiblesse, et que malgré cela, Kreisha continue de l'aider. À ce moment-là, Kreisha l'embrasse sur le front, et Olivia devient nerveuse, demandant ce que cela signifie. Kreisha lui répond qu'il s'agit d'une sorte de magie curative qui aide à se détendre. Olivia se souvient que sa mère faisait la même chose, et peu après, elle dit à Kreisha qu'elle a un peu soif. Kreisha lui offre une tasse de thé, Olivia la remercie, et avoue qu'elle a aussi un peu faim. Kreisha prend alors congé pour aller lui chercher quelque chose à manger. Pendant ce temps, ailleurs, Welky annonce au garçon que le type nommé Loge, de Nameless, a proposé d'attaquer le donjon. En entendant ce nom, Ornest reconnaît le fou, obsédé par les bonbons, et remarque que son apparence l'a probablement pris au dépourvu. Mais il ne peut pas être trompé, car selon ce qu'ils disent, il est encore plus âgé que tous réunis. Comme Loge est en fait un elfe, Ornest demande s'il y a plus d'informations sur le donjon, car d'après ce qu'ils savent, Nameless s'occupe du donjon du labyrinthe. Walkie se souvient qu'il en avait parlé, et qu'il traversait le niveau 72, l'avant-dernier niveau. Ils peuvent garder le noyau en échange de leur aide, car en vérité, ils doivent se venger de la guilde de l'ombre pour ce qu'elle a fait à leurs compagnons. Welky comprend qu'ils doivent vaincre la guilde de l'ombre, et c'est pourquoi ils demandent de l'aide, afin de pouvoir s'occuper du donjon pendant qu'ils prennent leur revanche. Loge le confirme, et lui remet le noyau du 72e étage. Welky montre le noyau aux autres, et Ornest prévient que tout cela sent très mauvais. Yora fait remarquer que Loge est un peu étrange, mais qu'il est celui qui fait fonctionner la guilde sans nom, et elle doute fortement qu'il mente. À ce moment-là, Ornest prend le noyau et dit qu'il préfère passer à l'action. Il informe le groupe que Kreisha est avec le maître de la guilde, s'occupant d'un membre Nameless, et qu'il vaut mieux enquêter. Il se dirige vers la guilde, et par hasard, Misha apparaît en courant désespérément, soulagée de les trouver, car elle était justement à leur recherche, et elle les avertit que quelque chose est arrivé à Kreisha. Ils la rejoignent rapidement. Kreisha leur dit que des substances d'origine douteuse ont été introduites dans son corps. En gros, ils ont glissé quelque chose dans sa boisson, et Olivia s'est échappée. Elle est probablement allée dans le labyrinthe, et sans être complètement guérie, Ornest dit immédiatement « Et alors ?» Et Kreisha révèle que la guilde de l'ombre se trouve dans ce labyrinthe. Il répond également que cette femme rude est une épéiste de rang S, et qu'il doute fortement qu'elle puisse être vaincue une deuxième fois. Si cela arrive, ce n'est pas son problème. Et c'est pourquoi il lui recommande de se calmer, car il ne la connaît même pas. Mais à ce moment-là, Kreisha révèle qu'Olivia a mentionné quelque chose à propos d'un traître,
ce qui signifie que le danger ne vient pas seulement de la guilde de l'ombre, mais qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Olivia a réussi à s'échapper parce qu'elle a soigné ses jambes, donc Kreisha ne peut pas simplement l'abandonner, car c'était sa responsabilité. Et si elle doit y aller seule, elle le fera. Cependant, avant de quitter la guilde, comme prévu, tout le monde est là avec elle. Ils n'ont pas l'intention de la laisser seule. Et même Ornest commente que même s'ils n'aiment pas ça, ils avaient un petit travail à faire dans ce donjon. Kreisha en profite donc pour le provoquer. Et quelque temps plus tard, lorsqu'ils arrivent au labyrinthe, Ornest se plaint, car à l'intérieur de cet endroit, il y a trop de transporteurs, ce qui transforme cet endroit en un véritable labyrinthe. Soudain, Ornest demande des nouvelles de Marbeil et, tout en serrant Alec dans ses bras, lui demande à quoi il pense. Yora devient immédiatement furieuse lorsqu'elle la voit toucher son futur mari et demande à Marbeil ce qu'elle fait là. Celle-ci répond qu'elle est évidemment venue voir son cher Alec. Mais peu après, elle devient un peu plus sérieuse et précise qu'elle a entendu parler d'Olivia et que c'est pour cette raison qu'elle s'est rendue au donjon, car elle voulait la convaincre. Mais malheureusement, elle n'est pas arrivée à temps. Elle va donc se joindre à eux temporairement, et Log lui a également demandé de se joindre à l'attaque avec Nameless. Mais surtout, la vérité est qu'elle meurt d'envie de revoir la puissante magie d'Alec. Yora est déjà furieuse et lui ordonne de partir, car à 4, ils sont plus que suffisants. Ils ne sont pas comme Nameless, ils ont leur propre dynamique d'équipe. Alec demande à Ornest à quoi elle fait référence, et il révèle que Nameless opère comme 4 aventuriers indépendants, et que c'est Log qui s'est chargé de les réunir en un seul groupe. Mais chacun va de son côté, et s'ils ne sont pas dans un donjon, ils ne se parlent même pas. Marbeil leur demande d'aider Olivia, car elle sait parfaitement qu'elle traverse un moment très difficile. Même si elle est silencieuse et très stoïque, c'est sa meilleure amie. Alors elle leur demande de la sauver, puisqu'ils ne voulaient pas la laisser rejoindre leur groupe. Elle part peu après pour informer le maître de la guilde de ce qui se passe. Alors qu'elle s'en va, Ornest remet une arme secrète à Alec, et après quelques mots d'encouragement, ils se téléportent au niveau 72. Dès leur arrivée, Kreisha se charge de modifier un cercle de téléportation, car s'ils se séparent, ils pourront ainsi se retrouver. Cependant, Ornest commence à la provoquer, lui disant qu'elle pleurait comme un petit chiot un peu plus tôt, et Kreisha, irritée, finit par lui donner un coup de pied. Il tombe alors dans un piège de téléportation, et Alec essaie même de l'aider, mais il tombe également dedans, si bien que le groupe finit par être séparé par pure stupidité. Rapidement, Alec commence à se battre contre un grand groupe de monstres, et l'un d'eux l'attaque par derrière, mais étonnamment, Kreisha intervient et demande à Alec s'il a aimé son arme secrète, un anneau Merbus. Il limite la distance à laquelle 2 personnes peuvent s'éloigner l'une de l'autre, ce qui signifie que peu importe la distance à laquelle il est téléporté, il ne pourra pas s'éloigner trop d'elle. Alec répond qu'il s'attendait déjà à ce que quelque chose comme ça arrive, mais pas aussi rapidement, et Kreisha lui demande s'il ne s'inquiète pas pour Yora, et le taquine en lui demandant si elle ne lui suffit pas. Alec devient nerveux, mais elle lui fait comprendre qu'elle plaisante. Elle lui dit qu'il n'a pas vraiment à s'inquiéter pour Yora, car cet idiot d'Ornest sait bien se battre. Après cela, les deux continuent d'avancer, vainquant un grand nombre de monstres, et Alec se rend compte que Kreisha se bat très bien avec une épée. Elle révèle qu'après avoir été sur ce sol anti-char, elle a commencé à s'entraîner, car elle préférait mourir plutôt que de laisser cet idiot d'Ornest se moquer d'elle parce qu'elle était inutile. Alors qu'ils avancent, ils trouvent des bandages et se souviennent qu'Olivia doit être dans les environs. Pendant ce temps, de l'autre côté, Yora et Ornest courent pour sauver leur vie, car ils sont poursuivis par une énorme horde de monstres, parce que cet idiot d'Ornest a activé un piège manuel, car il ne peut pas voir sans que son impulsion idiote ne le pousse à l'ouvrir. Yora utilise sa magie pour les hisser au sommet, et Ornest charge les monstres. Yora renforce ses attaques avec sa magie de soutien, et il finit par vaincre le chef avec une grande facilité, faisant fuir désespérément le reste des monstres. Yora le félicite, lui disant qu'il est impressionnant, qu'il est un génie. Il répond qu'il le sait déjà, mais qu'elle devrait le dire plus souvent à Alec, car il a encore besoin de retrouver un peu de confiance en lui. Mais il se souvient alors que Marbeil est toujours accroché à lui, donc ce n'est peut-être pas vraiment nécessaire. Cela ne fait qu'irriter davantage Yora, mais soudain, ils sont surpris. Ils tombent sur le cadavre du boss de l'étage, qui est mort d'un seul coup d'épée. Yora se demande qui a bien pu faire une chose pareille, et Ornest, excité, répond qu'il n'y a qu'une seule personne capable de cela, le simple Aldale. C'est le maître épéiste,
Et à propos de lui, il est félicité par un membre de la guilde de l'ombre, puisqu'il a vaincu le boss de l'étage, ainsi que l'épée d'Olivia, quelqu'un reconnu pour être extrêmement puissant. Merer répond que tous deux sont de vieilles connaissances, et que c'est pour cette raison qu'il connaît bien son style. Mais le membre de la guilde de l'ombre comprend pourquoi il a été surpris en le voyant. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est pourquoi il collabore avec lui, étant un épéiste de rang S, bien connu de la guilde. Merer répond qu'il partage simplement le même objectif que la guilde de l'ombre, et bien que les deux aient des désirs très différents, le membre de la guilde lui demande quel est son désir. Merer répond que c'est de devenir plus fort, d'atteindre son potentiel maximal, et que pour cela il a besoin d'être forgé au combat. À ce moment-là, d'autres membres de la guilde de l'ombre avertissent leur chef Gloria de la présence d'intrus au 72e étage. Merer espère que parmi eux se trouve ce qu'il désire, tandis que Gloria ordonne à ses hommes d'éliminer les intrus, et sans perdre de temps, il dévore un noyau. Pendant ce temps, de l'autre côté, Kreisha et Alec parviennent à retrouver Olivia. En les voyant, Olivia comprend que c'est le maître de la guilde qui les a envoyés là-bas, et demande à Kreisha de soigner sa blessure. Mais celle-ci refuse, car elle n'est plus aussi stupide qu'avant. Face à ce refus, Olivia se tourne vers Alec et lui demande de la soigner. Mais il répond qu'il ne peut pas utiliser la magie de guérison, et Olivia se plaint, tandis qu'Alec explique à Kreisha qu'il ne veut pas la reprendre par haine ou quoi que ce soit d'autre. C'est quelqu'un qui reste toujours calme, mais là, elle s'est lancée à sa poursuite complètement agitée. Comme elle ne voulait pas l'abandonner, Kreisha devient furieuse d'embarras, tandis qu'Olivia répond à Alec qu'elle le savait déjà, et que c'est précisément pour cela qu'elle s'est enfuie. Mais s'ils ne vont pas la soigner, alors il vaut mieux qu'ils ne se mettent pas en travers de son chemin. Et alors qu'elle s'éloigne, elle trébuche avec Kreisha pour ne pas avoir pu lui rendre l'appareil. Kreisha, irritée, commente que c'est pour cela qu'elle déteste les épéistes, car ils disent toujours ce genre d'idiotie. Elle ordonne à Alec de ne pas la laisser s'échapper, disant que même si elle préférerait ne pas agir ainsi, elle a déjà impliqué ses compagnons dans cette affaire et n'a pas l'intention de la laisser partir. Du moins, pas avant qu'elle leur dise ce qu'elle est venue faire là. Olivia répond qu'elle est là pour régler les choses, à sa manière, et c'est elle qui demande si cela a un rapport avec la guilde de l'ombre. Mais elle répond qu'elle ne réglerait jamais ses comptes avec eux de cette manière. Elle est simplement là pour régler une affaire personnelle, et elle va tuer ce maudit traître qui était son maître. Il devrait maintenant être satisfait de cette réponse, et elle leur demande de s'écarter de son chemin, alors qu'elle entre dans un cercle de téléportation magique. Elle leur rappelle de ne pas se mettre en travers de son chemin. Kreisha court rapidement vers elle, et les trois sont téléportés vers un autre endroit, où ils sont pris en embuscade par un groupe de monstres. Alec charge immédiatement contre eux, et Kreisha, réalisant qu'elle n'a pas d'autre choix, décide d'aller rejoindre Olivia. Comme Alec ne peut pas vaincre tout le monde seul, il lui faudra un certain temps pour modifier le cercle de téléportation. Après avoir soigné ses blessures, Olivia se joint au combat, avertissant qu'au moins, pour l'instant, ils travailleront en équipe. Mais elle se rend vite compte qu'Alec ne s'en sort pas très bien, tandis que celui-ci est surpris de ne pas pouvoir suivre les mouvements d'Olivia, qui lui fait remarquer qu'il manque encore beaucoup de pratique. Kreisha les informe qu'il est temps de quitter cet endroit, mais soudain, la téléportation échoue, et ils comprennent qu'il s'agit d'un piège mortel, car il y a un champ anti-magie, et les monstres commencent à les encercler de plus en plus. Olivia demande à Alec de se donner un peu plus de mal, alors qu'elle avance contre les monstres, les battant avec une grande facilité, et il est très surpris, car elle est en effet une épéiste redoutable. Elle est silencieuse et concentrée, à l'opposé d'Ornst. Alec n'a pas l'intention d'être sous-estimé, alors il avance contre les monstres, et Olivia le félicite en même temps, commentant qu'il a du talent, mais qu'il ne sait pas comment l'utiliser, car il ne maîtrise pas encore pleinement son arme, et elle lui fait clairement comprendre que son épée est une extension de son propre corps, et qu'il doit l'utiliser de manière à ce qu'elle bouge en parfaite harmonie avec lui. Pendant qu'Alec reçoit ses conseils, Kreisha se charge de rechercher le dévoreur de magie, car sinon, ils perdront toute leur énergie à cet endroit. Olivia demande à Kreisha où se trouve le dévoreur de magie, et celle-ci lui révèle son emplacement, mais le chemin pour y parvenir est ignoré. Mais cela ne pose pas vraiment de problème à Olivia, qui avance contre les ennemis. Alors qu'Alec s'occupe d'attirer l'attention des monstres restants, il finit par provoquer un ptérodactyle géant, qui le poursuit désespérément dans toute la zone. Alec l'attaque, mais le monstre attrape son épée, lui faisant ressentir la force de ce monstre. N'ayant pas beaucoup d'options, il décide de fuir, créant un monstre pour attaquer les autres, afin qu'ils s'entretuent. Cependant, le monstre arrache la tête de l'ogre avec une grande facilité, et Alec, comprenant que le monstre est puissant, ne le laissera pas tranquille et décide de passer aux choses sérieuses. Pendant ce temps, Olivia parvient à trouver le dévoreur de magie et s'en débarrasse rapidement,
Après avoir récupéré sa magie, Kreisha se remet à travailler sur le cercle magique de téléportation, avertissant Alec qu'il est temps de partir. Avant de partir, il décide toutefois de prendre une petite revanche et utilise sa magie pour se venger. Olivia comprend alors que le garçon est un mage et sourit. Kreisha leur ordonne de bouger leurs fesses une bonne fois pour toutes, et les jeunes parviennent à entrer dans le moyen de transport et à quitter les lieux. Une fois hors de danger, Olivia demande à Alec pourquoi il ne lui a pas dit qu'il était un mage et non un épéiste. Il fait l'idiot tandis qu'elle s'énerve, car maintenant ses conseils semblent non stupides. Malgré cela, Alec lui fait savoir qu'il lui en est très reconnaissant et que l'important maintenant est qu'elle soit en sécurité. Cependant, Kreisha répond que c'est un mensonge, car la magie de guérison n'est pas parfaite, et que si elle ne prend pas soin d'elle-même, ses blessures se rouvriront, elle finira par être pire qu'avant. Alors elle demande à Olivia et lui rappelle qu'elle avait dit plus tôt qu'après la mort de son père, sa mère était restée seule. Mais ensuite, Mérediel est apparu. C'est lui qui lui a tout appris sur le maniement de l'épée. Même si elle n'a jamais pu oublier sa mère, elle a réussi à être heureuse, car Maria était comme un père pour elle. Elle lui faisait confiance et l'admirait plus que quiconque, jusqu'au jour où il lui a révélé la vérité. Lorsqu'ils se sont rencontrés dans le labyrinthe, elle a déclaré avec émotion qu'elle était devenue plus forte, et Mériède l'a félicitée, lui disant qu'elle était devenue plus forte qu'il ne l'avait imaginé. Cependant, c'était exactement ce qu'il attendait. Il s'avança alors vers elle. Après l'avoir laissée à l'article de la mort, il décida de lui révéler que c'était lui qui avait tué sa mère. Après avoir enquêté sur lui, elle découvrit que sa mère faisait partie du même groupe que lui. Elle passa des années à rechercher le responsable de la mort de sa mère, mais finit par découvrir que c'était son propre père, ou du moins celui qu'elle considérait comme tel. Cet homme détruisit toute la confiance et les bons souvenirs qu'elle avait accumulés. Le jour où il a gravé cette cicatrice sur son corps, et maintenant, c'est tout ce qui lui reste. Wailish enlève sa cape et la place sur Olivia, commentant que même si celui qui lui a appris à se battre est quelqu'un qu'elle déteste, son combat est très beau. Et il sait parfaitement ce que l'on ressent lorsqu'on n'a plus rien au monde. Mais heureusement, ses compagnons lui ont appris qu'il avait tort. Olivia répond qu'elle n'a pas de compagnon, bien que Wailish lui rappelle que Long avait déclaré avoir des comptes à régler avec quelqu'un. Kreisha mentionne que lorsqu'elle l'a examiné à la guilde, elle a vu toutes les cicatrices qu'elle avait subies. La magie de guérison ne peut pas soigner les vieilles cicatrices, mais elle peut s'occuper de guérir ses futures blessures. Après tout, c'est une bonne guérisseuse. Olivia est émue et dit qu'elle sait parfaitement que Laog et Marble voulaient seulement l'aider. Mais ils ne savent pas à quel point le maître épéiste peut être terrible. Wailish répond que dans ce cas, ils doivent simplement mettre fin à tout cela une bonne fois pour toutes. Et puisqu'ils sont là, ils se battront à ses côtés à la place de Laog et Marble. Olivia se met à pleurer, tandis que Kreisha lui donne un baiser sur le front, réussissant à la calmer. Pendant ce temps, dans une autre partie du labyrinthe, Ornest se plaint de cet endroit, car il est plein de pièges. Yora répond qu'il n'aurait pas autant de problèmes s'il ne continuait pas à tous les activer, et que le plus à blâmer est la personne qui a laissé le monstre boss dans cet état. Ornest commente que si le maître épéiste est là, il doit se trouver au dernier étage. C'est à ce moment-là qu'Ornest demande à Yora de se taire. Peu après, les sbires de la guilde de l'ombre les croisent. Ornest les prévient qu'ils sont exactement comme il les imaginait. Il ne s'attendait toutefois pas à ce qu'ils commencent à manger les noyaux. Les membres de la guilde de l'ombre pensent qu'il sera assez facile de vaincre ces simples aventuriers. Mais en un instant, ceux-ci les éliminent facilement, les avertissant que manger les noyaux ne les rendra pas plus forts. Ornest leur demande si par hasard, ce qu'ils veulent, c'est le noyau du labyrinthe. Bien qu'ils veuillent coopérer, Yora lui serre le cou avec sa magie. Il avoue rapidement qu'ils sont effectivement à sa recherche. Yora lui demande ce qu'il sait du maître épéiste, et il répond que cet homme est absurde, puisqu'il a réussi à vaincre seul l'anti-boss, la femme de Nameless. Les jeunes gens en concluent qu'ils peuvent retrouver Alec et retourner à la guilde pour arrêter ces salauds. Mais à ce moment-là, Yora commence à entendre un bruit très étrange. Pendant ce temps, l'homme de la guilde de l'ombre avertit Ornest qu'il se trompe en pensant que manger des noyaux ne les rend pas plus forts. En libérant toute sa puissance, il finit par détruire le sol. Ses compagnons tombent alors dans l'abîme. Mais cela n'a pas d'importance. Après s'être libéré de ses chaînes, il capture Yora et quitte les lieux, ému, car il n'avait pas réussi à la trouver là, au milieu du labyrinthe. Et c'était exactement ce qu'il désirait tant. Ornest se lance à sa poursuite, tandis que l'autre, en riant, lui répond qu'il devrait le suivre au 73e étage, où ils se battront pour le noyau. De son côté, le groupe d'Alec avance, et il raconte à Livy l'histoire de sa vie. Elle remarque qu'en fait, être aventurier lui convient beaucoup mieux qu'être mage de la cour. Quelque temps plus tard, en arrivant au point de rendez-vous, les jeunes s'inquiètent, car ils ne voient pas les autres. Yora et Kreisha
avaient convenu de se retrouver à cet endroit s'ils se séparaient. Mais soudain, ils sentent un courant d'air, et en enquêtant, ils tombent sur un énorme trou. Alex se demande ce qui a pu être assez puissant pour causer un cratère de cette taille. Comme les murs et les couloirs des donjons sont renforcés par la magie, Olivia ne perd pas de temps et descend pour enquêter. Et après avoir trouvé quelque chose, elle le jette à Alec, qui, après l'avoir attrapé, se met en état d'alerte lorsqu'il se rend compte qu'il s'agit du béret de Yora. À son tour, elle se réveille et demande à la Guilde des Ombres pourquoi ils ne l'ont toujours pas achevé. Gloria s'excuse pour la brutalité de son compagnon, mais elle regrette de devoir lui annoncer qu'ils ne lui révéleront absolument rien. Malgré tout, Yora insiste, car elle est devenue curieuse, car il semble la connaître, mais elle ne connaît personne. Gloria s'approche alors et rit, disant qu'elle n'est qu'une petite fille gâtée, et qu'elle cessera très bientôt de faire semblant d'être dure. Mais à ce moment-là, Mary leur ordonne de... Comme il n'a pas le temps de regarder leur perversion, Yora, à son tour, est surpris de voir le maître épéiste, qui commente aux autres qu'il doit déjà approcher. C'est précisément à ce moment-là qu'Ornst s'avance contre le ravisseur de Yora, et après s'être débarrassé de lui, il s'en prend à Gloria, qui se défend facilement avec une épée de mana. Gloria ordonne à son subordonné de se lever une bonne fois pour toutes, et pendant ce temps, il se relève furieux et reconnaissant d'avoir mangé beaucoup de noyaux, car sinon cette attaque l'aurait tué. Et en remarquant le bracelet d'Ornst, il l'enlève rapidement à Yora. Ornst, furieux, demande pourquoi il connaît Yora, et surtout, pourquoi il semblait qu'il la voulait précisément elle. Mais à ce moment-là, Gloria l'interrompt, avertissant qu'il est temps de se mettre au travail, et son homme de main assomme Yora et dit au maître épéiste qu'il est temps de partir. Ornst devient furieux et déclare qu'il fera souffrir tout le monde d'un tourment éternel. Malgré cela, Gloria l'empêche de les suivre, l'avertissant qu'il est l'un des membres les plus célèbres de la Guilde de l'Ombre, et qu'il sera très difficile de le vaincre et de continuer à poursuivre cette fille. Ornst se rend compte que son épée n'est pas l'artefact, et bien que cela soit très étrange, ce n'est rien comparé à sa lance. Grâce à cela, il parvient à le briser et à transpercer Gloria. Il tente de s'en prendre à Yora, mais à ce moment-là, Gloria se relève une nouvelle fois et, furieux, le menace de le tuer. Ornst se demande comment il est encore en vie, mais celui-ci commence alors à se comporter de manière très étrange. Après cela, il se calme un peu et, après avoir prononcé d'étranges malédictions, il régénère son corps grâce à la magie du sang. Il se présente, puis s'excuse auprès d'Ornst, mais déclare qu'il est temps de le tuer. Ornst analyse la situation et se rend compte qu'il a utilisé son propre sang pour réparer son épée. Il remarque également qu'un type de magie qu'il ne reconnaît pas a été utilisé, mais cela lui semble quelque peu intéressant, même si cela ne suffit pas pour le laisser en vie. À présent, la seule chose qu'il veut savoir, c'est combien de trous il doit faire dans ce salaud pour qu'il cesse enfin de bouger. Il charge alors droit devant lui et le transperce, et comme si cela ne suffisait pas, il enchaîne avec un autre coup. Cependant, quelque chose ne va pas. Le type commence tout simplement à changer de personnalité, se moquant comme un fou. Il croit avoir compris l'univers et se vante en disant qu'il y a des idiots qui ne comprennent pas la réalité, et que même lui arracher la tête ne leur ferait pas comprendre. Malgré tout, sa magie du sang est célèbre car plus il verse de sang, plus il ressent de douleur et plus il devient fort. L'attaquer avec la lance ne suffit plus et à ce moment-là, il contre-attaque. Ornst parvient même à esquiver, mais se rend compte que la situation est passée de dangereuse à absurdement injuste. Il se défend du mieux qu'il peut, mais finit tout de même par être blessé. La quantité de sang dont dispose Gloria est désormais ridicule, et comme si cela ne suffisait pas, il ne s'arrête pas là. Il commence à invoquer de plus en plus d'armes, et cette fois-ci, c'est un fouet qui apparaît, qu'il utilise pour punir le pauvre Ornst. Il le soulève dans les airs et le jette violemment au sol, comme une poupée de chiffon, et le pauvre garçon se retrouve à bout de souffle et semble incapable de réagir. C'est exactement ce que Gloria adore, car il avait déjà prévenu qu'il attendait depuis longtemps de pouvoir exprimer sa frustration à cause de tout ce qui s'était passé, et maintenant il peut enfin se défouler. Il ne lui reste plus qu'à l'éliminer. Cependant, Ornst se relève, car même s'il ne possède pas de magie du sang, il ne manque pas de courage. De plus, il considère comme une insulte le fait de maltraiter sa lance et sa façon de se battre. Il appelle alors sa lance et la plante dans un mur, puis se contente de lancer une série de coups de poing à son adversaire, car il en a assez. Ornst se souvient alors de ses expériences avec son équipe, en particulier lorsqu'il s'entraînait avec Alec. Une fois, Alec l'a défié dans un combat à mort au couteau. Bon, ce n'était pas exactement comme ça, n'est-ce pas? Mais peu importe, Ornst a fini par accepter ce défi parfait, car pour lui, Alec était le meilleur élève. Il voulait montrer clairement qu'il était un génie du combat et qu'il n'avait jamais perdu.
Mais spoiler, la vie trouve toujours le moyen de vous humilier. Alec était toujours provocateur et se battait de manière offensive, exerçant une pression incessante, jusqu'à ce qu'il réalise quelque chose d'inimaginable. Il a fait reculer Ornst, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Mais quelle que soit la pression qu'il subissait, Ornst n'abandonnait jamais. Krasa et Aura se contentaient d'observer de loin. Il était très curieux de voir comment Alec, lorsqu'il s'intéressait à quelque chose, devenait dangereusement doué. Avant, il utilisait des épées d'entraînement, ce qui le désavantageait, mais maintenant, avec son épée légère, il pouvait enfin offrir un combat digne de ce nom. Malgré cela, Ornst n'abandonna pas, et il faillit tuer l'instructrice à l'une de ces occasions, car son arme s'envola et faillit la toucher, mais cela lui était complètement égal. Alors il continua à se battre, jusqu'à ce que l'instructrice les sépare. Il y eut de nombreux affrontements entre ces deux-là, et grâce à cela, Ornst et Alec devinrent de grands amis. Alec respectait beaucoup sa façon de se battre, et même lorsqu'il perdait, ce qui était le résultat le plus courant, il le comprenait, car il connaissait bien ses capacités. Malgré tout, il se vantait en disant que c'était évident, après tout, il était un génie. Ornst était toujours d'accord avec cela, jusqu'à ce qu'un jour, il lui demande si ce n'était pas trop de pression. Aujourd'hui, Ornst explose, et Gloria, quant à elle, ne comprend rien. Il accumule également beaucoup de frustration, et il va maintenant l'expliquer de la manière la plus didactique possible, avec ses points. Il commente qu'Alec est un génie de la magie offensive, Yorha un génie de la magie de soutien, et Kreisha la meilleure guérisseuse qui existe, bien qu'il ne puisse utiliser aucun sort, ni de soutien ni de guérison. Son talent pour le combat est très bon, et il a l'intention de le graver dans son cerveau à coups de poing. Il se moque que la magie du sang le rende plus fort à mesure qu'il est battu. Il veut le réduire en poussière. Alors il va simplement le battre jusqu'à ce qu'il cesse de respirer. C'est une solution très simple, mais parfois, les problèmes compliqués nécessitent car des solutions simples. Mais pour Gloria, tout cela n'a aucun sens. Alors il décide de montrer sa véritable force. Il se blesse volontairement, invoque un cercle magique, et l'atmosphère devient pesante. En invoquant le rituel, il crée des tourbillons de sang, laissant Ornst complètement sous le choc. Pendant ce temps, de l'autre côté, le maître de guilde discute avec Loki, lui faisant clairement comprendre que cela le dérange vraiment qu'il mange des sucreries si tôt le matin, même s'il n'est pas le mieux placé pour s'en plaindre puisqu'il a toujours une coupe à la main. Il parle de Waelek, et le maître de guilde trouve curieux qu'il ait demandé de l'aide à son groupe, mais Loki répond que c'est tout à fait normal, car grâce à Waelek, le groupe peut monter en grade. Il y a même des rumeurs selon lesquelles il serait un mage légendaire aux 5 couleurs, celui qui a vaincu l'hydre, et qui peut utiliser plusieurs éléments en même temps, ou du moins c'est ce qu'on dit. Le maître de guilde ne croit pas aux rumeurs, il croit en ce qu'il voit, et bien qu'il doute de certains exploits, il connaît bien Yorha et les autres. Il ne pense donc pas que cela soit impossible. À ce moment-là, Marbla arrive pour les informer qu'Olivia s'est enfuie dans le labyrinthe, mais que ce n'est pas un problème, car son cher Waelek est parti l'aider avec ses amis. Malgré tout, le maître est furieux, car personne ne lui dit rien. Et maintenant, à cause de cela, son plan contre la guilde de l'ombre est compromis. Malgré tout, il fait remarquer qu'il pense que Waelek ne peut utiliser que la magie du feu et de la foudre, et Marble est du même avis. Cependant, cela soulève quelques doutes, car un mage aux 5 couleurs devrait être capable d'en contrôler davantage, ou peut-être qu'il en est tout simplement incapable, ou peut-être qu'il a perdu ses pouvoirs. Personne ne le sait. Ils décident donc de l'aider, car le labyrinthe est rempli de monstres et de choses encore pires. Au même moment, Waelek retrouve Ornest et renvoie le sort lancé par Gloria, et tout le monde se retrouve à nouveau réuni. Ornest, quant à lui, se vante, convaincu que Gloria n'a désormais plus aucune chance, bien qu'il continue à faire ses pitreries. Olivia reconnaît la magie du sang et les avertit que c'est un gros problème. Ornest, irrité, explique que Yorha a été enlevé sous ses yeux, et qu'un fou qui mangeait des cœurs comme s'il s'agissait de bonbons accompagnait le maître épéiste. Il ne comprend pas pourquoi ils la veulent. Ils l'ont simplement emmené en direction du cœur du donjon. Ornest ordonne à tout le monde de les poursuivre, avertissant qu'il s'occupera de Gloria, bien que Kreisha lui demande d'arrêter de faire l'idiot. Elle retire le bracelet et le soigne, précisant qu'elle et Olivia iront chercher Yorha, tandis que lui et Alec devront affronter ce monstre. Pendant ce temps, Gloria est furieux, car il ne voit qu'arriver de plus en plus d'insectes qui se mettent en travers de son chemin. C'est maintenant Alec qui défend le groupe,
utilisant sa magie pour refléter les attaques de Gloria à plusieurs reprises, permettant ainsi à Kreisha et Olivia d'avancer. Grâce à cela, Ornest peut enfin recommencer à utiliser sa lance comme il se doit. La magie de réflexion s'avère très utile contre certains types de mages, car quelle que soit leur résistance, la magie reste la magie, tant qu'ils maintiennent la pression. À un moment donné, ce salaud devrait tomber, ou du moins c'est ce qu'il pense. Pendant ce temps, le groupe des maîtres de guilde commence à découvrir des choses très troublantes. Il s'avère qu'au sein de la guilde de l'ombre, il y a des adorateurs de démons, et bien sûr, ils ne peuvent pas être simplement un groupe criminel normal. Oui, cela devait forcément être lié. Tout devient encore plus sombre lorsqu'ils confirment que beaucoup d'entre eux portent des sceaux sur leur corps. Leurs chefs détiennent des titres, ils sont dangereux et complexes, non seulement difficiles à combattre, mais aussi obsédés par l'idée de devenir plus fort, quel qu'en soit le prix. À ce moment-là, Gloria libère son sceau et invoque une créature appelée Zork. Son corps se transforme de manière brutale et son apparence devient nettement plus démoniaque. En un instant, il se jette sur Warner et lui mord le cou. Alec parvient à le repousser à temps, mais le problème est que sa vitesse est absurde et qu'Alec ne peut pas le suivre. Il est alors contraint de créer un cercle magique beaucoup plus grand qui couvre toute la zone. Cette fois, il parvient à le blesser, ou du moins c'est ce qu'il pense, car en fin de compte, cela ne sert à rien. Gloria montre clairement, sans dire un mot, qu'il profite maintenant pleinement de la situation. Sa magie du sang transforme son propre sang en mana vivant et dit en substance à l'univers que tant qu'il continue à saigner, il peut continuer à se battre. Si c'est tout le mal qu'ils peuvent lui faire, il ferait mieux de ne même pas essayer, car ils ne pourront jamais le vaincre. Et si par hasard il venait à manquer de mana, il a des méthodes pour se recharger. Tant qu'il ne sera pas à court de sang, il n'y a aucun moyen de le battre. Il en est absolument certain, il est donc désormais totalement confiant. Comme tous les méchants avant que le désastre ne frappe, il invoque à nouveau ses épées, et Alex se défend du mieux qu'il peut. Mais chaque attaque est plus lourde que la précédente, et leurs attaques combinées finissent vite par briser sa défense, littéralement. Mais Gloria ne remarque pas un détail. Ornest était déjà derrière lui. Mais le problème, c'est que cela ne sert toujours à rien. Gloria est trop rapide et dévie toutes les attaques. Il les renvoie avec une force absurde et se moque d'Ornest, disant qu'il se prétend génie du combat, mais qu'il n'est rien d'autre qu'une plaisanterie. Ce n'est qu'un gamin qui raconte n'importe quoi. Quelqu'un qui n'a rien vécu, quelqu'un sans expérience de la vie. Et coup après coup, il frappe également son orgueil. Et ce n'est pas une coïncidence, Gloria n'est pas aussi fort pour rien, il l'a mérité. Peu de gens sont capables d'utiliser ces sceaux magiques. Au sein de la guilde de l'ombre, ce qui les motive, c'est une pure détermination. Et il est déterminé à briser toutes les limites qui lui sont imposées. Selon lui, c'est là que réside la véritable différence. Il avertit Alec de ne rien tenter, car il peut éliminer Ornest quand bon lui semble. Mais alors qu'il continue de se vanter, les yeux d'Ornest se mettent à briller, puis en un instant, quelque chose se produit, et Ornest se lève et le transperce une fois de plus. Juste pour lui rappeler qu'il est toujours là. Sa détermination réveille de vieux souvenirs, lui rappelant l'époque où il s'entraînait avec un ami, quelqu'un qui le surpassait en tout, et qui tenait à lui rappeler sans cesse qu'il ne voulait pas le battre, car c'était lui le véritable génie. Malgré tout, Ornest n'a jamais abandonné. Il voulait le surpasser, et telle était sa détermination. Il s'entraînait jour après jour, avec la même idée en tête, celle qu'Alex se disait géniale, et qu'un jour, tôt ou tard, il finirait par le battre. Mais avec le temps, les choses ont changé. Son ami est tombé malade et s'est retrouvé cloué au lit, sans force et incapable de manger quoi que ce soit. Ornest n'avait jamais réussi à le battre, et cela le frustrait plus que n'importe quelle défaite au final. Cependant, son ami a cédé sa place, déclarant Ornest génie. Car techniquement, il avait gagné, puisqu'il ne pouvait plus continuer à se battre. Ce moment est resté gravé dans la mémoire d'Ornest, et c'est pourquoi il souffre aujourd'hui lorsqu'on l'insulte. Peu importe ce que les autres disent, il est un génie et le prouvera toujours. Et la force avec laquelle il avance en dit bien plus long que n'importe quel discours. Pendant ce temps, Kreisha et Olivia continuent à chercher Yorha, mais le Core Eater et le Swordmaster se rapprochent de là de plus en plus, et ils ouvrent la porte vers l'endroit le plus profond du labyrinthe, atteignant le niveau 73. C'est un endroit plein de nature et complètement paisible, et le Core Eater se porte bien et court droit vers le cœur du donjon. Il est complètement heureux d'avoir atteint son objectif, et le Swordmaster, bien sûr, ne reste pas en arrière. Peu après, nous voyons Alec, qui ne se retient plus. En fait, il décide de faire quelque chose d'assez logique dans le chaos lui-même. Il envoie un sort de feu directement sur la lance d'Ornest, ou plutôt, directement sur Ornest. Gloria réalise trop tard qu'Alec faisait seulement semblant, et, en bon stratège, il semble faible uniquement pour ruiner ensuite la vie entière de son adversaire. Alec lance un sort extrêmement brutal sur Ornest, l'enveloppant
s'enveloppant complètement dans les flammes. Alec est surpris, car il brûle littéralement son propre ami. Mais Ornest s'en moque. Il charge directement Gloria, enveloppée de flammes, comme si cela avait fait partie du plan depuis le début. Puis il commence à le transpercer encore et encore, sans lui accorder une seule seconde de répit, et toute cette pression rend Gloria incapable de supporter davantage, car être transpercée par une lance enflammée n'est pas très agréable. Mais les blessures cautérisent instantanément, l'empêchant de saigner. Ornest lui arrache un bras et le laisse gravement blessé, mais ce n'est pas encore fini. Gloria ose se demander s'il va vraiment incinérer son propre ami. Mais Ornest s'en moque complètement, il veut juste le tuer. Alec continue de lancer des flammes sans arrêt, et Gloria pense que contre eux deux, rien ne fonctionnera. Bien sûr, Gloria n'a pas l'intention de perdre contre qui que ce soit, encore moins contre quelqu'un qu'il considère comme un idiot, mais la force d'Ornest est écrasante à ce moment-là. Gloria a déjà perdu un bras, et l'affronter sera une tâche très difficile. La détermination d'Ornest brûle plus fort que les flammes qui l'entourent, et aussi mauvaise que cette situation puisse paraître, il l'adore. Ornest est fondamentalement masochiste, et Gloria est fort, ce qui lui plaît énormément, car s'il le bat, il se rapprochera un peu plus du titre dont il a hérité. Une fois, il a abandonné, convaincu qu'il ne surpasserait jamais la personne qu'il admirait. Et c'est pour cette raison qu'il a pris une décision qui a marqué sa vie, détruisant peu à peu le monde de Gloria. Ornest affirme clairement que le monde entier saura qu'il surpassera l'homme qu'il n'a pas pu vaincre, simplement en accumulant victoire après victoire, car il est un sacré génie. Gloria n'est qu'une autre expérience inutile, et il le transperce une dernière fois. Gloria ne peut plus se relever, malgré tous ses efforts, et lorsqu'il tombe complètement détruit, Ornest lui dit qu'il ne doit pas être triste, mais au contraire fier d'avoir été vaincu. Il remercie également Gloria, car il sera une nouvelle page dans sa légende personnelle. Ornest est fier de son ami, et l'histoire revient alors à Yora. Elle se réveille et voit quelque chose de désagréable. Le mangeur de noyaux s'approche et se moque d'elle, lui disant qu'il est trop tard. Il lui montre le noyau du donjon, celui pour lequel son groupe a failli être détruit, et qu'ils sont simplement venus pour le voler. Et c'est pourquoi il est si heureux. Mais à ce moment-là, il ne pensait pas que le maître épéiste lui-même l'éliminerait sans hésitation. Le mangeur de noyaux est sous le choc, sans rien comprendre. Mais Maria, d'un calme olympien, lui fait clairement comprendre qu'elle en a assez de toutes ces discussions inutiles. Yora panique lorsqu'il réalise que Maria n'a plus besoin de la guilde des ombres. Alors il lui ordonne de se lever, mais elle ne comprend pas très bien ce à quoi il fait référence. Puis Maria commence à parler d'Éden. Yora, tout comme nous, continue de ne rien comprendre. Mais Maria lui assure que lorsqu'elle deviendra traqueuse, elle verra la terre où le cœur du donjon peut exaucer les vœux, le célèbre Éden. Cela semble tellement absurde que Yora tente de lui expliquer que cela n'a aucun sens. Mais la mangeuse de noyaux commence à se plaindre, lui demandant ce qu'il croit faire. Car même s'il est quelqu'un de fort, il ne sortira pas indemne de son affrontement avec la guilde de l'ombre. Mais Maria s'en moque complètement. C'est exactement ce qu'il recherche. Il n'a toujours désiré qu'une seule chose, la force. Et pour l'obtenir, il a besoin de plus d'expérience au combat. C'est pourquoi, au final, il élimine le mangeur de noyaux, sans hésiter. Il souhaite affronter la guilde de l'ombre dès que possible, afin d'acquérir de l'expérience. Le problème, c'est qu'il n'est pas facile de trouver des adversaires à sa hauteur, surtout quand on vous surnomme le maître de l'épée. C'est pourquoi il a décidé de se créer ses propres ennemis. Et maintenant, à cet instant précis, Olivia est dans la pièce. La haine est palpable dans l'air, et Maria dit qu'ils auraient dû rester chez eux à dormir. Yora tente même de l'intimider, lui recommandant de fuir cet endroit avant l'arrivée des renforts. Car quand Alec arrivera sur place, il l'achèvera sans pitié. Mais Maria rit, trouvant assez stupide de penser qu'il s'enfuirait. En outre, le nom qu'elle mentionne semble l'intéresser beaucoup. Il demande si l'Alec dont elle parle porte peut-être le nom de famille Ygritte. Yora est alors surpris de voir qu'il le sait, et Maria devient encore plus excitée, car maintenant, tout va devenir encore plus palpitant puisque le fils d'Arya Ygritte était venu l'éliminer. Pendant ce temps, de l'autre côté, Alec continue avec Warnest, qui n'en peut plus. Il est complètement épuisé, et s'excuse de ne plus pouvoir continuer à se battre. Mais Alec promet qu'il sauvera Yora, bien que Warnest et Alest mentionnent quelque chose de très important. Il doit faire attention au maître d'armes. Ils ont déjà vu le cadavre du chef d'étage. Et ce n'est pas une mince affaire. Il y a longtemps, Rose l'avait averti que s'il croisait un jour le maître épéiste, il valait mieux ne même pas s'approcher de lui. Warnest sait qu'il n'est pas en mesure de donner des leçons, mais il ne veut pas que son ami commette une folie. Alex se contente de rire, mais il ne dit jamais qu'il ne commettra pas de folie. Sur ce, il part, tandis que Warnest s'effondre, finalement. De l'autre côté, nous voyons Maria rencontrer Olivia. Elle court droit vers lui, mais il ne montre aucun intérêt. Il dit qu'il n'a pas beaucoup de temps pour s'amuser. Olivia lui assure qu'il paiera de sa vie pour avoir éliminé sa mère. Mais ensuite, Olivia se rend auprès de Yora et la sauve. Kreisha, à son tour,
lui lance une pluie de flèches, mais Maria bloque tout avec facilité. Soudain, Kreisha transforme le combat en un 3 contre 1, et Yora utilise ses chaînes pour le retenir. Alors que Kreisha fait confiance au plan, Yora renforce les flèches, multipliant leur puissance, et elles sont lancées directement sur Maria. Il est très calme, utilise son épée pour briser les chaînes, et esquive l'attaque comme si de rien n'était, coupant littéralement la magie. La meilleure attaque de Kreisha n'est rien de plus qu'une plaisanterie pour lui. Olivia tente de l'attaquer par derrière, mais il a déjà tout prévu. Comme tout était froidement calculé entre ses mains, il ne faisait que tester leur force. Maria insiste pour qu'Olivia s'enfuit, bien qu'elle insiste pour lui arracher la tête et lui faire payer toutes les souffrances qu'il lui a causées. Mais pendant qu'elle attaque, Maria remarque quelque chose d'important. Ses blessures se referment. Il pense qu'elle compte sur une magie de soutien incroyable et un guérisseur magnifique. Mais pour lui, ce n'est toujours qu'un groupe de filles. Maria devient alors implacable et Olivia commence à trembler. Comme l'homme n'est plus celui qui était gentil avec elle dans le passé, elle se souvient comment il se moquait d'elle et de sa mère. Une aventurière inutile qui est morte dans un donjon. Personne ne jouait avec elle parce qu'elle était adoptée. Et elle devait se battre, elle n'avait pas le choix. Maria lui a appris que la solitude rend plus fort, que lorsqu'on l'accepte, on peut s'élever au-dessus des autres, même au-dessus de lui. Cette pensée s'est enracinée dans l'esprit d'Olivia, et elle voulait devenir forte comme sa mère, comme son maître. Elle s'entraîna sans relâche, mais ses intentions ont désormais changé. Aujourd'hui, elle ne cherche plus qu'à devenir forte pour éliminer celui qui lui a pris sa mère. L'homme se trouve juste devant elle, mais il est toujours bien plus fort qu'elle, et la blesse gravement. Grecia tente même de l'aider, mais ses flèches ne lui font rien. Maria répète que la solitude est une force et dégainer son épée pour achever les filles. Olivia leur crie de s'enfuir. Cependant, l'attaque survient, et tout aurait pris fin si Olivia ne s'était pas rapidement levée pour intercepter le coup. Elle finit par recevoir plusieurs coups, se retrouvant à l'article de la mort. Grecia tente de la calmer et soigne ses blessures, mais elle n'a plus aucune force. La dernière chose qu'elle dit, c'est que Maria a raison, qu'elle est faible, mais que si elle revient, si elle reste seule, elle trouvera cette force. Cependant, elle préfère rester faible et dit aux filles que si elles restent, elles peuvent encore gagner. Dans le ciel, Olivia voit Alec tomber et tout repose désormais entre ses mains. Alec tombe, l'épée à la main, face à Maria. C'est ce qui lui permet désormais de se maintenir dans un duel. Maria l'analyse et confirme qui il est. Alec avance avec fureur car il a vu souffrir quelqu'un en qui il avait confiance, Maria elle-même. Mais Maria lui dit qu'elle n'est qu'une faible et que tout est de sa faute. Alec attaque à nouveau, mais sa vitesse est extraordinaire. Il comprend qu'Alec est un mage et que se battre à l'épée n'a donc aucun sens. Il lui recommande de ne pas se limiter s'il veut se battre. Alec répond et invoque sa magie la plus puissante, avançant contre Maria. Il n'est pas facile de résister, mais Maria parvient à repousser l'attaque, la coupant en deux. Tout le monde est sous le choc, tandis que Maria sourit, avertissant Alec qu'il est un aventurier parfait, mais qu'il n'est pas un bon guerrier, car il ne peut pas ressentir l'intention de tuer dans sa magie. Alec lui dit de se taire, car s'il veut voir de la magie, il ferait mieux de ne pas le quitter des yeux. Yora comprend déjà ce qui va se passer, et Alec se prépare à faire quelque chose de vraiment dangereux. Il s'excuse déjà mentalement auprès d'Ornest, car oui, il va commettre une folie. Il récite calmement un sort, et libère le mana qui est en lui, le laissant s'écouler. Yora essaie de l'arrêter, mais c'est impossible. Alec dit à Maria que c'est le moment final de son mana originel. Il a toujours su qu'il ne gagnerait pas en combat rapproché, mais il se moque du prix à payer. Il ne les laissera pas emmener Yorha, et lance son sort définitif. La rupture de son corps se remplit de mana, et toute la zone le ressent. Alec attire le mana dans son propre corps, se remplissant de celui de l'environnement, forçant quelque chose qui ne devrait pas être possible. Un état que lui seul peut utiliser, transcendant les éléments, le feu, l'eau, la foudre, le vent et la terre. Il peut désormais utiliser tous les éléments en même temps. Cependant, comme c'est souvent le cas dans ces animes, lorsque les choses commencent à devenir intéressantes, un flashback vient couper la tension. On y explique que le mana fonctionne comme le sang, et que si quelqu'un a un type différent du vôtre et que vous essayez de l'absorber, c'est comme si vous vous empoisonniez. La différence est que, contrairement au sang qui n'existe qu'en un seul type, il existe des dizaines de milliers de types de mana. En bref, il est impossible d'obtenir du mana de l'extérieur. Il doit toujours être généré à l'intérieur de soi. Du moins, c'est ainsi que cela fonctionne dans ce monde. Jusqu'à ce qu'Alec apparaisse et change la donne. Alors qu'Ornest se trouvait dans les profondeurs du donjon de la capitale, il a découvert des informations intéressantes. Le boss de cet endroit était l'Hydre, qui possédait plusieurs têtes avec des éléments opposés. Quelque chose d'extrêmement difficile à affronter. Yora savait qu'Alec pouvait utiliser le feu et la foudre, et alors, parmi les trois, il devait couvrir les éléments restants. Kreisha a décidé d'utiliser le vent, car elle a une affinité avec cet élément.
tandis que Yorha s'est chargée de la terre et de l'eau. Cependant, elle n'est pas très douée et est plutôt offensive. Il y avait aussi Ornest, mais il ne sait rien faire d'autre que se battre. C'est un homme complètement inutile en magie, qui ne sait même pas encaisser les coups. Assez représentatif pour être honnête. Avec toutes ces informations, Alec commença à analyser quelque chose de très important. La magie était partout, dans l'académie, dans le donjon et dans l'environnement lui-même. Son corps était un réceptacle de mana, qui ne servait normalement qu'à l'expulser. Mais s'il pouvait également insérer du mana à l'intérieur de lui-même, alors il pouvait utiliser le mana qui l'entourait. Yorha fit remarquer l'évidence, que cela l'empoisonnerait, car le mana est interne et rejetterait l'extérieur. Cependant, Alec comprit quelque chose de complètement différent. Ce n'était pas du poison, c'était simplement son corps qui croyait que c'était le cas. Et tandis que cette conversation devenait absurdement profonde, Ornest ne faisait que s'irriter parce qu'il ne comprenait rien. Malgré tout, Kreisha et Ornest avertirent Alec que c'était extrêmement dangereux. Mais lui, en tant que protagoniste incontestable de l'histoire, décida de les ignorer complètement et alla s'entraîner. Mais comme ses amis étaient déjà habitués à ses antécédents de folie, ils savaient que même si c'était une idée suicidaire, ce type était assez fou pour le faire et réussirait probablement. Et c'est ainsi que nous revenons au présent, où Maria observe de très près la stupidité monumentale dont Alec vient de faire preuve. Il s'agit de son sortilège original, et lui seul peut l'utiliser. Il parvient à contrôler tous les éléments en même temps, et son attaque est une combinaison brutale de couleurs lancées directement sur Maria. Elle parvient à esquiver la première, mais la deuxième la blesse. Alec est très excité, beaucoup trop excité pour être honnête. Alors il commence à déchaîner des rafales de vent pour lui mettre la pression. Mais cela ne fait qu'amuser Maria. L'homme rit frénétiquement face au danger et, dans un moment comme celui-ci, parvient même à traverser une tornade, car apparemment, la physique a également renoncé à exister. Cela attire également l'attention d'Alec, lui rappelant son maître. Maria l'avertit qu'il connaît Eldas, mais lui conseille de simplement l'oublier et d'arrêter de le chercher. Car n'importe qui d'autre pouvait chercher Eldas, mais pas lui, surtout parce qu'il ne lui avait jamais dit comment sa mère était morte. Car en vérité, une simple maladie n'aurait jamais pu emporter quelqu'un comme elle. Alec exige qu'il lui donne une réponse, mais Eldas décide de mettre fin à la conversation, car tôt ou tard, il découvrira la vérité. Quand cela arrivera, ce sera bien sûr très amusant, s'il parvient à survivre. Maria sort alors le noyau du donjon et l'active, et le pouvoir qui commence à en émaner est terrifiant. Il conseille à Alec de se dépêcher, car son sort ne durera pas beaucoup plus longtemps non plus. Pendant ce temps, le maître de guilde trouve Ornst et commente à quel point ce mage légendaire aux 5 couleurs doit être fou. Mais Marble est seulement excité. Ornst commente qu'utiliser ce genre de sort, c'est comme tirer des coups de canon, en utilisant son propre corps comme canon. Cela ne peut être fait que pendant un temps limité, et s'il dépasse ce temps, il sera détruit. C'est pourquoi il essaie de se lever pour aider son ami, même s'il peut à peine tenir debout. Pendant ce temps, le maître de guilde est impressionné, car voir Gloria, une personne titrée, être complètement vaincue par un nouveau promu de rang S n'est pas une mince affaire. Il décide donc d'appeler quelqu'un d'autre pour s'occuper de l'affaire. Et à ce moment précis, le croque-mort apparaît. Il utilise un cercueil, y place le corps brisé de Gloria et l'emporte. Il l'emporte alors vers une destination inconnue. Cependant, le véritable problème reste Maria. Car même si Alec est un génie, il ne voit pas comment il pourrait facilement vaincre cette maître épéiste. Le cœur du donjon n'est pas un cœur ordinaire, c'est le cœur de tout. Il augmente brutalement le mana, même en combattant seul. Maria a la force de plusieurs hommes, en plus d'être une épéiste absurde qui sait également utiliser des pièges. Le combat devient complètement compliqué pour Alec, et Maria le presse sans relâche. Alors qu'Alec parvient à peine à tenir le coup en utilisant la réflexion, Olivia observe la situation et se rend compte que Maria utilise le souffle de mana, son seul sort offensif. Et bien qu'il soit simple, il est dévastateur. Alec, quant à lui, est proche de l'épuisement, et le temps presse. Ses attaques combinées ne fonctionnent plus, car Maria les dissipe simplement. À ce moment-là, Kreisha crie qu'il est temps de remuer le nid du monstre. Alec comprend immédiatement, et invoque son épée, ce qui fait sourire Maria. Mais au moment où il attaque, Kreisha active le dévoreur de magie. Le sort de Maria est annulé, et lorsque les deux se livrent à un combat à l'épée, Alec est facilement mis à terre. Maria commande que c'est une perte de temps, mais Alec ne se bat pas seul, et à ce moment-là, il prend la potion et se relève. Cette fois, il s'adapte au combat, résiste et apprend. Le problème, c'est que sa limite approche. Il ne reste que 5 minutes, mais il se souvient des paroles d'Olivia. Il ne doit pas dépasser l'ennemi. L'épée doit faire partie de son corps, et le laisser agir naturellement. C'est ainsi qu'il y parvient, allant même jusqu'à entailler le visage de Maria, ce qui le surprend, et l'amuse beaucoup. Elle reconnaît qu'Alec n'est pas seulement un mage de premier ordre, mais aussi un adversaire digne de ce nom à l'épée. Maria charge rapidement Alec, mais Olivia apparaît, profitant de l'occasion parfaite. Alors qu'elle le coupe,
Elle lui demande pourquoi il l'a accueillie, puis rejetée comme si elle n'était rien. Il répond que si elle parvient à le vaincre, il lui révélera toute la vérité. Et Olivia, gravement blessée, continue d'avancer. Alec la soutient à nouveau, et ils combattent ensemble. Le détail est que le temps passe, et qu'Alec finit par être paralysé lorsque le sort prend fin. Il était maintenant sur le point de mourir, mais c'était précisément le plan. Kreisha désactive le dévoreur de magie, et laisse Maria exposer pendant 1 seconde. Alec commence rapidement à conjurer sa foudre. Il se retrouve toutefois exposé à une attaque directe. Mais Yora intervient, conjurant sa barrière pour le protéger. Maria subit l'attaque à bout portant, mais cela ne suffit pas à l'arrêter, et il tente de contre-attaquer avec son explosion de mana. Cependant, Olivia intercepte l'attaque, l'empêchant de l'utiliser, et Alec profite de l'ouverture pour lancer une autre capacité sur Maria. Mais il ne bronche même pas, et, avec une détermination écrasante, décide d'en finir avec tout le monde. Mais à ce moment précis, la flèche de Kreisha le touche à la poitrine, et Maria est choquée et gravement affaiblie, battant en retraite avec un sourire. Car pendant tout ce temps, le dépassement des limites et le dévoreur de magie n'étaient là que des distractions afin que la véritable menace, qui était Kreisha, puisse le tuer. Elle conseille à Maria de ne rien faire d'étrange car il est impossible de le manquer, et il le sait parfaitement. Alors il leur tend un noyau, les avertissant que c'est la récompense. Yora mentionne Eden, et prévient Kreisha que c'est pour cette raison que la guilde de l'ombre la recherchait, révélant qu'Eden est l'endroit où les vœux sont censés être exaucés, et qu'elle seule est capable de le voir. Maria confirme que les noyaux des donjons ne servent pas uniquement à amplifier la magie, chacun d'entre eux ayant sa propre volonté, même s'il n'est pas facile de les entendre. Petit à petit, elles parviennent à écouter leur voix, et ce sont elles qui servent de traceurs. Les cœurs des donjons contiennent la volonté d'Adam, et en les rassemblant, on découvre le chemin vers Eden. Olivia demande à son ancien maître comment il a bien pu faire tout cela juste pour ça, mais Maria répond qu'il dit la vérité, que c'est la vérité qu'il peut dire. Pendant ce temps, Alec, qui est presque mourant, exige plus de réponses, car Olivia veut régler les choses avec lui, et s'il est son maître, il doit lui répondre. Après avoir réfléchi un instant, Maria demande s'ils connaissent le syndrome du donjon. Kreisha mentionne que c'est lorsque les gens se transforment en monstres, une condition difficile à guérir complètement, bien qu'il puisse être contenu. Maria raconte qu'il y a de nombreuses années, il faisait partie d'un groupe, et que la mère d'Olivia était la femme la plus forte et la plus spéciale, pleine d'énergie. En tant qu'épéiste, il vivait dans les donjons. Cependant, ce jour horrible est arrivé. Sa mère s'est transformée en monstre, et pour la libérer de cette souffrance, lorsqu'il a compris son souhait, il l'a tuée sur place. Malgré tout, il s'est senti responsable et a fini par abandonner le groupe, partant à la recherche d'Olivia et décidant de lui apprendre à se battre. Elle avait le même talent que sa mère, et bien qu'il ne se sentait pas capable de lui enseigner quoi que ce soit d'autre, avec le temps, elle ressemblait de plus en plus à sa mère. En même temps, Olivia commença à le considérer comme une figure paternelle, et lorsqu'un jour elle faillit l'appeler « père », elle s'enfuit, embarrassée. Mais cela bouleversa profondément Maria. Il était terrifié par la façon dont elle s'exprimait. Elle avait le visage de sa mère, ses yeux, la femme qu'il avait lui-même tuée, et plus elle l'admirait, plus les doutes qui le hantaient devenaient sombres. Il a commencé à voir la mère d'Olivia lui dire qu'elle n'avait pas demandé à mourir et qu'en plus de cela, il lui avait volé sa fille. Il se mit alors à se demander si elle voulait vraiment mourir ou si elle voulait rentrer chez elle avec sa fille, quelle que soit son apparence. Et finalement, il découvrit Eden, puis décida d'abandonner tout pour réaliser un souhait. Alec lui demande si son souhait était de ramener la mère d'Olivia. Mais Maria répond seulement qu'il a tout fait pour elle, pour pouvoir tourner la page. Il avertit les jeunes que la conversation est terminée, et qu'il vaudrait mieux mettre fin à sa vie immédiatement. Il demande à Olivia d'accomplir sa vengeance, lui ordonnant de récupérer tout ce qu'il lui a pris. Mais à ce moment-là, Marble et Logan rejoignent le groupe, et Marble se précipite pour la serrer dans ses bras. Après avoir un peu détendu l'atmosphère, Olivia dit à son ancien maître qu'elle n'a aucune envie d'ajouter de l'huile sur le feu. Leur compagnon de la guilde de l'ombre est déjà en détention, et il est maintenant temps pour lui de les accompagner afin d'être jugé à la surface. Surpris, il dit que les blessures du passé la dévoreront et finiront par la détruire, mais elle répond qu'elle a déjà appris à les affronter. Cela surprend Maria, qui se souvient lui avoir enseigné que connaître la solitude la rendrait plus forte. Et en regardant Olivia, il dit qu'elle est devenue beaucoup plus forte. Et elle se met à pleurer et lui dit au revoir, l'appelant père. À ce moment-là, le maître de la guilde se réunit avec le groupe et réprimande Maria pour tous les désastres qu'il a causés, commentant que s'il voulait s'autodétruire, il aurait mieux valu qu'il le fasse seul, sans impliquer Olivia dans son problème. Maria lui demande seulement de faire son travail, et le maître de la guilde demande au croque-mort de s'occuper de Maria. Il se prépare à utiliser son cercueil, mais avant d'être aspiré à l'intérieur, Maria
Maria se tourne vers Alec et lui demande ce qu'il fera lorsqu'il découvrira la vérité sur la mort de sa mère. Puis le croque-mort utilise son cercueil et Maria commence à être engloutie par les âmes. Orneste demande à Alec s'il connaissait le maître d'armes, mais Alec répond que non, même s'il semblait connaître sa mère. Le maître de guilde leur dit au revoir, en disant à Olivia qu'il espère que sa main aura des crampes à force de s'excuser autant lorsqu'ils se marieront. Marble lui donne une tape dans le dos, ou plutôt, le tue presque d'un coup, tandis que Kreisha la soigne une fois de plus, pour la millionième fois. Olivia remarque qu'elle ressent un peu de ressentiment dans la guérison, et Kreisha répond que c'est bien qu'elle l'ait remarqué. Mais Olivia se reproche, car d'après la façon dont Alec se bat, on sent que même s'il fait quelque chose de fou et finit complètement brisé, elle sera là pour le guérir. Il se bat sans retenue, car il sait que Kreisha l'aidera, et ce sentiment de chaleur la rassure. Kreisha rougit profondément, puis commence à l'étrangler, et lui en fait porter la responsabilité. Luf, voyant cela, s'excite. Mais Olivia lui demande s'il n'est pas en colère contre elle, car à cause d'elle, il a mis tout son groupe en danger. Mais il répond qu'il n'est pas du tout en colère, car c'est lui qui a formé ce groupe, et il l'a fait pour des gens comme elle, qui ne partagent pas le même objectif, les mêmes motivations ou quoi que ce soit d'autre. Cependant, quand il l'a vue gisant sur le sol, couverte de sang, il est devenu extrêmement furieux pour la première fois depuis très longtemps. Et c'est lui qui aurait pu succomber devant le maître de guilde. Elle devrait donc être très reconnaissante à Alec d'être intervenu. Il se serre la main. Et à ce moment précis, Marble profite de l'occasion pour se pencher vers eux. Mais Yora n'est pas disposée à accepter que son chéri lui soit enlevé. Kreisha leur demande alors ce qu'ils vont faire du cœur du donjon. Orneste répond qu'il devrait le garder. Cependant, Yora fait remarquer qu'ils devraient le remettre au groupe sans nom, car ils ont passé des années à essayer de venir à bout de ce labyrinthe. De plus, le boss du niveau 72 a été tué par le maître épéiste, ce qui rend cette décision tout à fait logique. Koulou est d'accord avec cela, mais lorsqu'il prend le noyau, il mentionne que c'est eux qui ont vaincu le maître épéiste et qu'ils ont donc le droit de garder le noyau. De plus, s'ils veulent devenir plus forts, ils auront besoin de noyaux, et il le leur remet donc. Lorsque Yora le tient, il se met à briller et en un instant, elle s'effondre, inconsciente. Et maintenant, dans une vision psychédélique, une voix l'appelle Traqueuse et lui demande quel souhait elle désire. Elle peut manger le fruit doré ou entrer dans l'Éden, et la voix l'avertit qu'elle doit suivre les étapes pour rassembler les noyaux afin de se rendre à l'Éden. Pendant ce temps, elle attendra l'arrivée des héros. Et quelque temps plus tard, Yora se réveille, déjà à la guilde. En voyant Alec, elle mentionne qu'il se pousse toujours trop fort, et après avoir vu ses lèvres pulpeuses, elle essaie de lui voler un baiser. Mais à ce moment-là, elle est interrompue par Orneste, qui entre dans la pièce en commentant qu'ils étaient un poids mort, et qu'il avait dû les porter jusqu'ici. Il demande à Kreisha si ce n'est pas le cas, et derrière elle, elle répond qu'il a raison. Yora panique en réalisant que Kreisha avait tout observé depuis le début. À cause de son cri, Alec finit par se réveiller, et un peu plus tard, elle leur dit qu'elle a rêvé d'Éden, et demande à Kreisha de lui montrer le noyau, car elle veut le vérifier une fois de plus. Mais cette fois-ci, lorsqu'elle le tient, rien ne se passe. Et Alec fait remarquer que selon Maria, la guilde de l'ombre recherchait le traceur, et que c'est pour cette raison qu'ils doivent la protéger. Bien que Yora lui fasse savoir qu'elle souhaite rassembler les cœurs des donjons pour atteindre Éden, la guilde de l'ombre sait quelque chose qu'elle ignore. Dernièrement, il lui est arrivé beaucoup de choses qu'elle ne comprend pas, et c'est pour cette raison qu'elle ne peut pas simplement les ignorer. Orneste s'enthousiasme, disant que c'est ainsi qu'il faut parler. Après tout, elle est leur chef, et c'est donc à eux qu'il revient d'affronter la guilde de l'ombre et de trouver les noyaux restants. Tout le monde est très enthousiaste, mais Alec regrette de gâcher l'ambiance, car il a d'autres nouvelles à leur annoncer. Dans une autre scène, nous voyons Olivia découvrir qu'Alec ne peut pas utiliser la magie, ce qui est l'effet rebond du briseur de limites. Ce sera probablement temporaire, et c'est pourquoi il espère maintenant qu'elle pourra l'aider à s'entraîner. Olivia répond que ce n'est pas un problème, qu'elle l'aidera. Elle lui demande pourquoi il ne s'entraîne pas avec Orneste, mais il lui révèle qu'il veut se battre avec des personnes plus différentes, car il manque d'expérience. Olivia lui demande s'il fait cela pour affronter la guilde de l'ombre, et il lui explique qu'ils veulent s'emparer des noyaux à Yorha, et que pour cette raison, ils pourraient être attaqués à tout moment, à l'intérieur du donjon, mais aussi à l'extérieur. Olivia demande à Yora si elle a des frères et sœurs, mais Yora ne le sait pas, car sa situation familiale est un peu compliquée. Olivia révèle que lorsqu'elle cherchait son maître, elle a découvert davantage de choses sur la guilde de l'ombre. À cette époque, elle a entendu le nom de Gouramezine, qui est le même nom de famille qu'elle, et il doit certainement avoir quelque chose à voir avec son enlèvement. Par conséquent, si elle sait quelque chose à son sujet,
Elle devrait suivre cette piste. Et Yora la remercie. Tandis qu'Alec mentionne qu'il manque encore d'expérience pour combattre les gens. La guilde de l'ombre le lui a déjà fait comprendre très clairement. Et c'est pour cette raison qu'il doit devenir plus fort pour la protéger. Yora rougit, et nous finissons par espérer qu'ils finiront ensemble, mais cela va encore traîner pendant 30 000 chapitres. Quelque temps plus tard, à la guilde des aventuriers, la réceptionniste les informe que s'ils veulent affronter plus de personnes, il y a un événement spécial. Olivia recommande à Alec d'en profiter pleinement, et quelque temps plus tard, les jeunes prennent la calèche pour Red Road. C'est là que se célèbre tous les 3 ans le Festival de la Nuit des Flammes, un tournoi national d'arts martiaux. Selon une source très fiable, le prix cette année-là est un noyau de donjon. Le temps passe, et les filles arrivent enfin à Red Road. Alex se demande ce que cet endroit leur réserve, et se souvient de toutes les aventures vécues depuis la formation du groupe. Lorsque Alec et Kreisha ont clairement indiqué que le chef serait Yora, c'est Ornest qui avait été chargé de donner un nom au groupe, et tout le monde en est ravi. Et maintenant, de retour dans le présent, les garçons accomplissent leur rituel habituel, se préparant pour une nouvelle aventure, et c'est ainsi que notre anime touche à sa fin. Cet anime est assez mauvais, mais j'espère que le résumé vous a plu. J'ai essayé de faire de mon mieux, c'est tout. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire si vous préférez être un épéiste, un mage ou les deux. Commentez pour que je le sache. Si je devais choisir, je serais probablement un épéiste comme Guts avec une énorme épée. Quoi qu'il en soit, je vais vous laisser, rester avec Dieu, merci. Prenez soin de vous, et à bientôt dans la prochaine vidéo.